Salut Samy, bienvenue sur Gizmo. Coucou, merci beaucoup, enchanté d'être là. Bah aussi enchantée de te rencontrer et puis surtout, on m'avait beaucoup parlé de toi avant cet épisode, grâce à Geoffroy entre autres et David, qui ont pas mal poussé pour que je t'attrape et que je te fasse venir sur Gizmo. Donc Merci. encore une fois, je suis ravie de t'accueillir et ça va être à mon avis un très bon épisode où on va parler animation mais pas que avec toi. Je vais pas trop teaser sur le contenu de cet épisode. Je vais d'abord te laisser te présenter à tous ceux qui nous écoutent et puis nous expliquer peut-être comment tu es arrivé dans l'animation. D'accord. Donc, salut tout le monde, je m'appelle Samy. Donc, je suis animateur maintenant depuis presque 15 ans. J'ai 40 ans. Euh, ce qui se, je sais pas quoi dire. En fait, ce qui m'a donné envie de faire de l'animation, c'est depuis tout petit, en fait, j'ai toujours été fasciné par le mouvement. Et quand j'étais tout petit, j'ai calqué les films sur la télévision. Et chez moi, j'avais des piles entières de calques. Waouh. Ouais. Bon, autant briser la glace tout de suite. Je suis autiste Asperger, au potentiel et hyperactif. Et quand j'étais petit, bah, comme beaucoup d'autistes, j'avais pas beaucoup d'amis, donc j'étais souvent enfermé chez moi. Et en fait, ce monde extérieur n'avait pas de sens pour moi, je ne le comprenais pas. Et du coup, je regardais toujours des films, mais en boucle. Je faisais que ça toute la journée. Ma première cassette vidéo, c'était Le Choc des Titans, Ok. et donc la version originale de 1980. Et je l'ai regardé tellement de fois en fait que la cassette vidéo en fait c'est abîmé en fait, c'est quasiment fondu, hein, parce que je pouvais le regarder 5 fois dans la même journée, le film. Et en fait, souvent, j'ai arrêté sur mes scènes préférées, mais même pas des scènes avec des effets spéciaux, parfois juste avec des humains. Et je décalquais, et chez moi, j'avais des piles entières de feuilles de calque, de films, de dessins animés, de jeux vidéo, de tout et de n'importe quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours été, je dessinais beaucoup, j'étais toujours perdu dans mes idées, très créatif quand j'étais petit, toujours dans mon univers, on va dire. Et en fait, j'ai toujours voulu faire ça comme métier, sauf qu'à l'école, j'étais pas très bon. J'étais très bon en maths. Et du coup, quand j'ai triplé ma seconde et que je disais que je voulais travailler dans les dessins animés et dans le jeu vidéo, on me disait non, Samy, il faut que tu t'en arrêtes de métier, t'es bon avec les maths, on va te mettre en comptabilité. Ok, super. Je ne savais pas qu'il y avait une prépa, qu'il y avait un bac pro en art appliqué. Si j'avais su, je l'aurais fait. On me l'a jamais dit parce que c'est pas un véritable métier. Du coup, j'ai fait de la comptabilité, j'ai eu mon bac avec mention et tout ça. Je suis parti en fac d'art plastique en me disant, de toute façon, il faut juste un bac pour aller à la fac. Et je suis arrivé en art plastique et au bout d'un mois, je suis en cours, on me demande de dessiner un nu. Je dessine un nu. J'étais trop Oh, content, ça faisait trop longtemps que je n'avais pas dessiné. Et là, tout d'un coup, on me fait Ok, Samy, alors prends ta feuille et déchire-la. Je fais encore Quoi Ok. Je déchire ma feuille. Et là, elle me fait Colle-le, mais dans n'importe quel ordre. Je fais quoi? Elle fait prends une feuille bleue et colle-le. Je colle tous les trucs dans le désordre. Et regarde, elle fait c'est magnifique. C'est le meilleur travail que tu as fait, Samy. J'ai regardé ça, je suis parti. Et j'ai quitté l'école. Et je me suis dit c'est pas pour moi. En fait, je comprends pas l'abstrait. mm, J'ai mm. j'ai pas la logique absolue, mais en fait, je suis très pragmatique. Et donc tout ce qui est, de par mon autisme, je comprends pas les sous-entendus. Je comprends très difficilement le second degré, le sarcasme et tout ça. Si je sais que la personne est en train de faire une blague, je vais comprendre que c'est du sarcasme. Mais si on me fait du sarcasme comme ça tout de suite, je le comprends pas. Et les sous-entendus, je les comprends pas. Quand je regarde les films, je suis toujours le dernier à comprendre qui est l'assassin. C'est toujours quand on met la dernière preuve, pour ceux qui sont vraiment attardés, c'est là que j'ai compris, c'est qui. Et je me rappellerai toujours, la dernière fois, c'était le dernier James Bond, dernier Mission Impossible. Il y a un moment en fait où le méchant retire son masque. Et là, dans la salle, je fais et ma femme, elle éclate de rire à côté de moi. Elle fait putain, mais tout le monde a compris depuis une demi-heure que c'était un masque, quoi, sauf moi. Donc, du C'est coup, cocasse. tout ce qui est abstrait, tout ce qui est poésie, tout ça, en fait, je le comprends pas. En fait, ça n'a pas de sens pour moi. Et du coup, je suis parti. J'ai travaillé dans un cinéma pendant plus de 3 ans pour pouvoir rembourser mon prêt étudiant d'une école que j'ai pas pu faire parce que j'ai eu des problèmes familiaux et tout ça. Et en fait, à l'époque, j'étais autodidacte. Donc, j'ai commencé sous 3ds Max 1.5 en 99. J'ai acheté tous les bouquins que je trouvais à la librairie Erol. J'ai téléchargé les tutoriaux de MR02 et de comment il s'appelle comment il s'appelle. Putain, j'ai oublié son nom. C'est un prof d'anime en Belgique, Jean-Yves Arbois, Ouais. qui avait fait ses premiers tutoriaux sur internet. Et je me suis bouffé tous ces tutoriaux et je suis même parti en Belgique pendant 2 semaines pour suivre ses formations. Une des meilleures rencontres que j'ai faites de ma vie. Ce mec-là, totalement barge, génial. C'est tellement passionné. Enfin, j'ai kiffé. Et du coup, j'ai fait ça pendant 3 ans dans mon coin, tout seul, avec deux de mes meilleurs potes. En fait, on s'est rencontrés à la fac et tous les trois, on voulait travailler dans l'animation. Aujourd'hui, il y en a un qui est sup man painting à The Mill à New York et l'autre, il est animateur à Weta.
Et en fait, on n'arrêtait pas de se lancer des défis entre nous et tout le reste. Et puis à la fin, j'ai trouvé Animation Mentor en ligne. Et du coup, je me suis mis sur Animation Mentor parce que je me suis rendu compte que l'animation, c'est ce qui me plaisait le plus, le mouvement. Et du coup, j'ai fait cette école-là pendant que je voyageais en Australie en même temps. Donc j'étais en backpack. Et pendant un an, genre, la pire journée de travail que j'ai eue de ma vie, c'était 4 heures du matin à Custo, jusqu'à 8 heures. De 8 heures à midi, j'étais homme de ménage. À 2 heures, je jardinier, je retirais les mauvaises herbes dans le jardin. À 4 heures, je nettoyais la piscine. À 7 heures, j'étais serveur jusqu'à 11 heures. Et à 11 heures, je faisais la plonge. Et comme ça, 3 jours d'affilée. Et entre-temps, je faisais mes devoirs pour Animation Mentor. Ou alors, quand je faisais les vendanges, à 3 heures du matin, j'étais dehors avec ma PSP, parce que je dormais dans une tente à l'époque, dans un camping. Et j'étais dans la rue, j'essayais de trouver un Wi-Fi qui était ouvert. Et là, je me connectais avec mon ordinateur à 3 heures du matin pour suivre mes cours avec mes profs, parce qu'ils étaient aux États-Unis et moi, je suis en Australie. Et après, à 5 heures, il y avait mes potes qui venaient me chercher en voiture. On allait faire les vendanges jusqu'à midi, parce qu'à midi, il fait 45 degrés, donc il faut arrêter. Et là, j'allais à la bibliothèque et je travaillais. Et quand la bibliothèque fermait, j'allais dans la cuisine. C'est le seul endroit où il y avait l'électricité dans le campement. Et pendant qu'il y avait des Coréens à côté en train de faire du kimchi, et moi, je faisais mes devoirs. Donc, j'ai fait ma scolarité comme ça pendant un an. Et puis après, ensuite, je suis rentré en France. Et là, j'ai décroché mon premier boulot à Timto, sur de la série télé. Et là, en fait, au bout de 2 mois, je suis parti ensuite au Luxembourg parce qu'en fait, j'ai pas du tout aimé mon retour en France. En fait, après avoir vécu un an en Australie, on se rend compte de toutes les différences, les points faibles de nos cultures, les choses que l'on n'aime pas. Et quand je suis revenu, je me suis rendu compte que je me sentais plus français. Je me sentais comme ce que j'appelle maintenant un enfant du monde. En fait, c'est juste, en fait, j'ai passé un an à traîner avec des Coréens, avec des Japonais, avec des Australiens, avec de toute ethnie. En fait, j'ai commencé à me rendre compte de mon snobisme en tant que Parisien, de le fait qu'on pense toujours tout savoir, qu'on est les meilleurs. Et du coup, là, j'étais pas bien. Je me suis dit non, je suis pas encore prêt pour rentrer en France. Donc, je suis parti vivre au Luxembourg pendant un an. J'ai travaillé à Attitude Studio sur le film numéro 9. Ça s'est cassé la gueule. Je suis parti en Angleterre pendant 4 ans. J'ai travaillé à Framestore, Double Negative et The Mill. J'ai travaillé sur Despero, Narnia, Avatar, Harry Potter, Iron Man, plein de choses comme ça. Donc, c'était super formateur, les VFX. Et ensuite, pendant un an, je suis parti en Espagne, où j'étais lead sur un long métrage qui s'appelle Justin et les Chevaliers Valeureux. De là-bas, ensuite, je suis parti en Inde. Pendant 3 ans, j'ai travaillé à DreamWorks là-bas, sur les pingouins de Madagascar. Ensuite, je me suis fait un petit tour du monde, enfin, je me suis fait les Amériques avec ma femme en sac à dos, de l'Alaska à Ushuaia pendant un an. C'était incroyable comme aventure. Et puis ensuite, je suis revenu en France, donc il y a 5 ans. J'ai travaillé à Micros sur Captain Underpants. Après, je suis parti à Forti, je travaillais sur le pilote d'Arcane. Ensuite, je suis retourné à Micros, travailler sur Astérix 2. Puis après, je me suis dit que les gros studios, ça me plaisait plus trop. En fait, je m'y retrouvais pas trop ces derniers temps. Et du coup, il y a 2 ans, je me suis fait diagnostiquer donc sur mon autisme et j'ai découvert en fait tout ce qui n'allait pas, pourquoi j'avais plein de problèmes d'interaction sociale dans ce métier et tout ça. Puis là, je me suis plutôt allé dans des boîtes un peu plus petites, plus à taille humaine. Et là, maintenant, ça fait un an que je suis à Supamonks. Je suis dire d'anime là-bas et je suis vachement bien parce que c'est un studio qui est vraiment différent et j'aime bien le principe de comme j'ai fait du VFX, j'ai fait de l'animation réaliste, j'ai fait du cartoon, j'ai fait un peu de tout. Et j'adore en fait travailler dans un studio où d'un projet à un autre, je change totalement le style d'animation et j'adore ce principe de changer de style en fait. Pour moi, c'est un peu comme un casse-tête. J'ai toute une boîte de casse-têtes. J'adore les casse-têtes, les puzzles et tout ça. Ce que j'adore en fait, c'est à chaque fois on arrive, on fait OK Samy. Alors, on veut un personnage qui fasse ci, qui marche comme ça. Par contre, on veut être en 6 secondes par jour, mais on veut augmenter la qualité par rapport à ce qu'il y avait avant. Comment est-ce qu'on fait Et en fait, ce côté de trouver une solution, je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, la moitié des gens trouvent que chaque fois qu'on arrive dans un projet qui a un style, en fait, ils voient les consignes comme des limitations. Alors que moi, je vois ça comme des challenges en fait. C'est comme c'était sur Indestructible, Incredibles. Euh, en fait, c'est Indestructible? Non, Incroyable. Enfin, je sais plus le nom en français. Mais le film de Pixar Incredibles, en fait, quand on a dit aux animateurs que les personnages allaient avoir des masques, ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on va faire? On pourra pas voir leurs sourcils, en fait. Et c'est vachement important pour exprimer les émotions. Ou alors même quand j'étais sur numéro 9, on pouvait pas faire changer la forme des yeux. On pouvait que fermer les yeux. Et du coup, premier réflexe, c'est, mais comment est-ce qu'on va faire? Et en fait, ben, tu te rends compte qu'il y a d'autres façons d'exprimer les choses. Et en fait, on est tellement habitué à être toujours dans la même zone de confort, d'avoir les mêmes outils pour s'exprimer, que l'on se dit, il n'y a pas d'autre façon d'exprimer les choses. Et du coup, dès que j'arrive sur un projet, on me dit, ah, ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit. Moi, je suis en mode, trop bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et c'est là que tu deviens créatif, et c'est là que justement, en fait, comme je dis aux gens, tu vois, c'est le verre, il est à moitié. C'est un fait. Après, qu'il soit à moitié vide ou à moitié plein, c'est qu'une question de perspective. Et moi, j'essaie toujours de le voir à moitié plein. J'ai pas dit que j'arrive, toujours, c'est ce que j'essaie de faire. Et en fait, à chaque fois que j'arrive sur un projet, ben, je prends les obstacles, les consignes comme des challenges de comment est-ce que je vais faire pour me surpasser et aller plus loin que ça, quoi. Donc voilà, plus ou moins mon parcours. Et donc, ouais.
Non, non, j'aime beaucoup cette introduction où tu viens de nous lâcher, bombe sur bombe, explosion sur explosion en nous enchaînant pendant 10 minutes, mais j'adore et au moins tu as posé un cadre où ça y est, on va Voilà. parler de la même chose, on sait qui tu es, mais j'ai déjà, du coup, plein de questions à te poser, là-dessus. Et Tu je voudrais juste rajouter un tout petit Vas-y, truc. vas-y, Samy. Désolé, vite fait. Et je voulais juste expliquer un truc. Ma compréhension de l'animation ne vient pas du tout. Je trouve, je pense, que j'ai une approche de l'animation qui est très différente de beaucoup de gens parce que je ne sais pas dessiner. Je ne dessine pas. En fait, toute ma compréhension du mouvement vient à travers mon corps. J'ai fait 17 ans de 17 ans de basket, j'ai fait 12 ans de capoeira, j'ai fait du cirque, j'ai fait du parcours, j'ai fait du trampoline pendant 4 ans. Enfin, je fais de l'apnée, c'est une combinaison de l'apnée, pas de surf. Je fais de l'apnée, j'ai fait du Wing Chun pendant 4 ans aussi. Et en fait, le truc, c'est que mon appréhension, et tu vas le découvrir à travers l'interview, mais ma compréhension du mouvement vient de l'intérieur, en fait. Là où lorsque l'on fait du dessin, pour moi, si jamais on ne fait pas le mouvement soi-même, on a un point de vue extérieur. Donc en Mmh mh. fait, on voit ce qui se passe, alors que quand on pratique, on comprend. Et je remarque que tous les gens qui font du sport depuis jeune, quand ils se mettent à l'animation, sont toujours très très bons en body mécanique. Et du coup, durant l'interview, vous allez voir, je vais vous parler de beaucoup de choses en dehors de l'animation parce que je me nourris de tout ce qui est autour de moi, quoi. Donc voilà. Non, non, mais c'est intéressant ce que tu dis justement, ce point de vue-là où c'est ça, en dessinant, vu qu'on doit observer, on est vraiment sur ce point de vue très observateur et donc extérieur, alors que dès qu'on a la compréhension et la maîtrise de son corps, on sait comment en fait la main est amenée au bout, c'est que ça part de l'épaule et progressivement le coude se déplie, mais ça on le ressent en fait et Mais c'est comme tu on dis. ressent les énergies, on ressent, parce qu'on devient acteur, on n'est plus spectateur. Et pour moi, en fait, lorsqu'on garde un point de vue extérieur, lorsque l'on fait du dessin, lorsqu'on fait de la photo et tout ça, ben, on est spectateur. Et pour moi, lorsqu'on fait de l'animation, c'est important d'être acteur aussi. Parce que c'est en se mettant dans les pieds de la personne, c'est en apprenant à bien faire les choses que l'on a la compréhension, en fait. Mmh mh. Et c'est en atteignant la compréhension qu'on peut avoir la sincérité. On ne peut pas être sincère sur quelque chose qu'on n'a pas ressenti, qu'on n'a pas vécu, en fait. Mmh mh. C'est comme les gens qui souffrent et on dit ah je comprends ta douleur. Non non, tu imagines ma douleur, mais tu ne la comprends pas. Et c'est comme un truc tout con. On sait tous que l'univers est infini. On sait que l'univers est grand, que l'espace entre les planètes est très grand. Mais j'ai lu le livre de Christophe Galfard à l'univers à portée de main. Et là j'en ai pris enfin conscience. Et en fait l'animation c'est la même chose. Il y a une différence entre savoir quelque chose et réellement en prendre conscience. Et un truc tout con, mais qu'est-ce que le spacing et le timing, la différence entre les deux? Ça m'a pris plus de 8 ans pour en avoir vraiment conscience, 8 ans de métier pour comprendre. Depuis le début que je fais ce métier, on m'explique que la sincérité, c'est important, la sincérité. Et c'est après 13 ans de métier que j'ai compris ce que c'était que la sincérité. Parce que c'est des notions que l'on entend mais que l'on ne comprend pas. Parce qu'on ne se met pas toujours à nu, parce qu'on n'expérimente pas, on n'essaye pas les choses. Et du coup, on garde toujours une certaine distance. Et qu'est-ce qui t'a permis justement enfin de le comprendre après 13 ans? Tout simplement, j'étais sur Arcane. Et en fait, j'ai fait un plan avec un personnage. Et c'était un plan qui était super complexe et tout ça. Un personnage était en train de faire des mouvements un peu comme de la boxe, en train de parler. Et c'était un gros plan. Et quand j'avais vu l'animatique de l'épisode, j'étais en mode, oh, je veux trop faire ça, je veux trop faire ça, je veux trop faire ce plan-là. Et du coup, en fait, en tant que lead, souvent, je donne les meilleurs plans à mes animateurs et je garde les plans les plus techniques, les plus chiants à faire, en fait, pour que mon équipe soit contente. Et quand cette séquence-là, j'ai demandé à Bart, le dire d'anime, je fais Bart, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir cette séquence? Parce que je voulais trop faire ce plan-là, je l'ai fait. Et plein d'animateurs venaient me voir et faire ah putain, c'est cool ce que tu as fait, c'est cool. Mais je n'étais pas totalement convaincu. Et là, il y a un pote, Daniel Calabi, qui était lead aussi. Et il est venu, et puis un soir, on était en train de discuter, en train de boire un verre. Il me fait, tu sais, franchement, ce plan-là, l'anime, elle est cool, mais on n'y croit pas. J'ai fait, je sais. Mais je ne comprenais pas pourquoi on n'y croyait pas. Et puis en discutant avec lui, Daniel, c'est quelqu'un. Enfin, dès qu'on se pose tous les deux, qu'on commence à discuter, ça finit toujours à 4 heures du matin avec des discussions super ésotériques et tout ça. Et en fait, j'ai compris le problème, c'est que je n'étais pas sincère dans le sens, je jouais quelqu'un qui agit comme. Mmh mh. Mais j'étais pas réellement lui, parce qu'en fait, je me demandais pas qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent. Parce qu'à l'époque, je n'animais pas une intention, j'animais une action. Et le problème avec ça, en fait, c'est que lorsque l'on anime une action, en fait, on est spectateur. Lorsqu'on anime une intention, on devient acteur. Lorsque je tends le bras pour prendre à boire, je ne tends pas le bras. J'ai envie de boire. Donc à ce moment-là, mon bras va se tendre, mon corps va se pencher, mon épaule va avancer, tout mon corps va aller vers cette eau. Et quand je vais boire, c'est pas la bouteille qui va venir à ma bouche va avancer, tout mon corps va travailler dans cet effort de boire. Et en fait, c'est après avoir parlé avec lui durant cette soirée que j'ai eu comme illumination, et c'est lui qui m'a expliqué au niveau des intentions. Et c'est là que j'ai enfin compris que pendant toutes ces années, je mentais en fait. Parce que j'animais
ce que j'avais vu. J'ai pas animé ce que ressentait le personnage. Et à partir de là, en fait, je mets un point, un point d'orgue, enfin, je sais pas comment on dit, Oui, c'est ça, un point un, d'honneur un point aussi. d'honneur à enseigner cela à mes étudiants à chaque fois en leur disant attention, soyez sincères, n'animez pas un mouvement, animez une intention, parce que ça Mhm. change tout. Et en fait, au Wing Chun, j'ai appris ça qui était super intéressant au niveau de l'énergie. En fait, on garde le bras plié et on vous demande de tendre le bras, d'accord? La personne bloque. Et en fait, ce que vous allez faire naturellement, vous allez commencer à faire ça en fait, au lieu de tendre le bras. Parce qu'une force descend, vous allez essayer de monter. Sauf que lorsque vous montez le bras, ça fait ça. Alors que Kung Fu, je donne un coup de poing, mon bras s'arrête. Ce qu'on veut, c'est quand le bras part, que le bras avance. Donc dans l'idée, le coude monte dans les deux Ouais. cas. Le coude monte, le coude monte. Mais l'intention est différente. La première, mon bras, je veux le monter. L'autre, je veux le tendre. Et en Mhm. fait, au Wing Chun, le principe, c'est quand on frappe, il faut toujours que l'énergie vaille vers l'avant. Si on nous bloque, quand on nous retient, il faut que l'énergie avance. Mais quand je bloque ici, par exemple, la force, elle va en diagonale, ici. Mais en Mhm. fait, ce qu'il faut, c'est que moi, je ne me laisse pas influencer par l'énergie que je reçois et que je sois concentré sur l'énergie que je donne. Et c'est là que, quand j'ai eu ça en cours, ça m'a mind-blowing. J'étais en mode, ah punaise, un mouvement peut être le même d'un point de vue extérieur, mais parce qu'il n'est pas motivé par la même intention, la fin, le développement de cette action ne sera plus la même. Et c'est là, en fait, c'est depuis 2 ans, en fait, où, après mon diagnostic, je commençais à faire beaucoup d'introspection, j'ai beaucoup partagé avec beaucoup de gens, et c'est là que j'ai commencé à comprendre pas mal de choses. Et en fait, c'est tout con, c'est ce que j'explique parfois à mes étudiants, c'est n'essayez pas de forcer, et si vous ne comprenez pas encore un concept, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore prêt à le comprendre. Et c'est pas grave, en fait, on avance tous, chacun à notre vitesse, chacun à différents niveaux. Et, euh, et je pense qu'avant, j'étais pas prêt à comprendre ce concept, en fait. Donc je me dis, Oui. mince, après 15 ans, c'est un peu tard. Après 13 ans de métier, pardon, mais je me dis mieux tard que jamais. Et puis maintenant, je le sais, et maintenant, je me concentre là-dessus. Ouais, et puis tu as aussi appris plein d'autres choses en 13 ans et c'était là le bon moment et justement, Exactement. ça y est, en fait, cette petite graine, elle avait enfin germé, elle est sortie de la terre et Exactement. il y a eu la lumière qui C'est la tout à fait lumière ça. fut. Et c'est intéressant ce que tu dis pour le même mouvement, en fonction de l'intention, tu animes plus seulement un comment ça va se réaliser et donc des marionnettes, mais pourquoi ces marionnettes, elles sont animées avec un Exactement. vrai but et du coup, un même mouvement va parce qu'il sera incarné par des intentions totalement différentes, va prendre du coup une forme différente. Mais il y a cette lumière et ce cœur à l'intérieur qui en fait va Exactement. guider à chaque fois ton mouvement et ton animation. Parce que Euh, dès qu'on anime l'intention, on va penser à tout ce qui se passe dans le reste du corps, toutes les connexions qu'il y a, tout ce qu'on appelle, c'est un des 12 principes d'animation, ce qu'on appelle les actions secondaires. Et ben en fait, ceux-là, souvent les gens disent ah mais je sais pas quoi faire avec l'autre main. Oui, parce que tu sais pas ce que tu veux faire en fait. Si tu savais pourquoi ton personnage fait ça, tu te demanderais jamais qu'est-ce que je fais avec mes mains. T'as un exemple comme ça concret de ta deuxième main où justement ils savent jamais quoi en faire les animateurs? Oui, ben, tout simplement, j'avais une animatrice à un BioA à Londres il y a à peu près, je crois, il y a 8 ans. En fait, elle avait fait un acting d'un mec qui disait ah, non, c'est une femme qui disait oh, regarde le mec qui vient de rentrer, comment il est trop beau gosse et tout ça. Et elle savait pas quoi faire avec les mains. Donc en fait, elle a fait que la meuf, en fait, finalement, c'est une barmaid et elle est en train de nettoyer un verre. Ouais. Et la meuf, elle faisait ça. Oh là là, regarde le mec qui vient de rentrer, putain, qu'est-ce qu'il est beau gosse. Et je lui ai dit, dans quel monde tu dis à une copine, regarde le mec qui vient de rentrer et tu regardes un verre que tu es en train de nettoyer. Elle me dit, oui, mais je savais pas quoi faire avec mes mains. Mais c'est pas une excuse. Si tu sais pas quoi faire avec tes mains, c'est parce que tu sais pas ce que pense ton personnage. Si tu sais pas ce que pense ton personnage il est pas en vie. C'est juste une marionnette qui bouge. Et je lui avais expliqué ça à l'époque et j'avais une connaissance des intentions qui était encore assez jeune et assez légère. Mais déjà à l'époque, je me disais, arrêtez. Et moi aussi, parfois, ça m'arrivait de me demander quoi faire avec les mains, mais j'essayais toujours de me dire, qu'est-ce que fait mon personnage? Pourquoi? Est-ce qu'il a vraiment besoin des mains pour exprimer son idée? Et c'est après, en fait, quand j'ai commencé à lire des bouquins sur le langage corporel, le livre de Desmond Morris, People Watching, ou What Everybody is Saying de Joe Navarro, qui est un agent du FBI, en fait, qui faisait des interrogatoires et qui explique, en fait, comment fonctionne le corps. Et c'est là, en fait, que j'ai compris l'intention, en fait. J'ai commencé à comprendre, ah, mais mince, en fait, le corps trahit ce que l'on pense et pas ce que l'on veut dire. Et c'est pour ça qu'il expliquait que, par exemple, si on veut savoir ce que quelqu'un pense, il faut s'écarter du visage, parce que le visage, c'est là où on apprend à mentir. On apprend souris à ton tonton. Et, euh, et en fait, plus on s'écarte du visage, et mieux on sait ce que quelqu'un pense. Et ce qu'il explique dans le bouquin, c'est que la meilleure façon de savoir ce que quelqu'un pense, il faut regarder les pieds. Alors moi, j'ai lu le bouquin, les pieds, mais bien sûr, qu'est-ce que les pieds racontent? Et là, on arrive à la partie des pieds, et là, c'est putain, je pensais pas que les pieds pouvaient dire tout ça, quoi.
Tu as des exemples comme ça de parce que je suis du même Bien point de sûr, bien vue que sûr. toi, comme ça, d'un point de vue extérieur, à savoir, je Bah, pense pas que mes pieds racontent beaucoup de choses, tu vois? tout simple, en fait, c'est les pieds, en fait, souvent montrent vers la direction dans laquelle est notre attention. Donc, par exemple, ce qui se passe, c'est moi, ça m'est arrivé à un moment, j'avais un entretien avec quelqu'un, j'avais une confrontation avec quelqu'un, on était tous les deux assis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était en train de m'accuser de pas mal de choses et tout le reste. Et moi, j'étais un petit peu sur la défensive. Donc, j'étais assis sur moi-même, juste normal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant la discussion, en fait, il a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Et là, tout à coup, je le reprends, je lui fais oui, mais là, ce que tu viens de dire, c'est pas vrai, parce qu'en fait, il y avait ça, 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 ça et ça. Et à ce moment-là, il y avait quelqu'un d'autre qui était avec nous, un responsable encore hiérarchique au-dessus. Il le regarde, il fait c'est vrai ça. Oui, oui, mais en fait, et là, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a désaxé son corps par rapport à moi, et il a croisé ses jambes, donc déjà, il est en train de refermer son corps, et ses pieds faisaient face à la sortie. Ce qui inconsciemment était en train de dire qu'en fait, il voulait fuir la situation. Et ça, et moi, quand j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écarté les jambes et je me suis avancé. Donc en fait, je commence à prendre plus de place. Donc en fait, comme il a commencé à se renfermer, moi, je me suis ouvert pour prendre l'ascendant sur lui physiquement, en fait. À l'époque, j'étais en train de lire le livre et du coup, à partir du moment, en fait, c'est tout con, mais quand on interagit dans la vie de tous les jours, on sourit quand on est content. Le sourire, chez les singes, par exemple, c'est un signe de soumission. Ça veut dire que l'on est d'accord avec la personne, qu'elle ne considère pas comme une menace, par exemple. Quand on veut amadouer quelqu'un, on utilise le allez s'il te plaît avec les petits yeux de biche et le sourire. Et ben c'est tout bête, mais à partir du moment où on apprend, où l'on a conscience de comment fonctionne notre corps, inconsciemment, on commence même à utiliser notre corps, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on a appris à l'utiliser. Et surtout, on apprend à le lire chez les autres. Et en fait, le fait d'avoir appris à lire le langage corporel, pour moi, ça m'a énormément aidé. Étant autiste, je ne comprends pas le langage non verbal, donc j'ai du mal à comprendre l'expression de visage. Quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui pleure, c'est facile. Quelqu'un qui est gêné, quelqu'un qui est nostalgique, pour moi, c'est impossible de comprendre. Et du coup, j'ai lu ces bouquins pour justement apprendre à comprendre le corps. Et aujourd'hui, les gens me disent ah, mais ça veut dire que quand je bouge, je m'analyse. Je fais bah non, quand tu me regardes et que tu vois que je souris, t'es pas en train de m'analyser, c'est quelque chose de naturel. Ben moi, c'est devenu quelque chose de naturel aujourd'hui, en fait. Je suis en train de parler à quelqu'un et je vois que la personne se met sur une seule jambe, c'est-à-dire qu'elle est en confiance. Naturellement, on est toujours sur nos deux jambes, on est toujours alerte. Si on se met sur une seule jambe, on est en confiance. Si on croise les jambes, on est super à l'aise. Et par exemple, si une personne en fait est entre deux personnes, elle aura toujours tendance à se mettre sur la jambe du côté de la personne en qui elle a plus confiance. Et puis je commence à analyser tous ces petits trucs et du coup, j'arrive à voir, ce garçon-là, il aime bien cette fille. Et c'est assez sympa. Et c'est comme quand j'enseigne, j'adore par exemple au Gobelin, j'enseigne vachement à la Summer School chaque année. Et ce que j'adore, c'est que je rencontre plein d'étudiants étrangers. Et ce que j'adore, c'est que on n'interagit pas de la même manière avec un Brésilien qu'avec un Chinois. Par exemple, en Chine, il y a un respect pour l'enseignant qui est très très fort. Même quand je suis parti enseigner en Chine, je pose des questions aux élèves, souvent ils ne me répondaient pas parce qu'on ne répond pas aux profs là-bas. Et alors que le Brésilien, il vient, il tape dans l'épaule, oh là, comment va, et tout de bang, et puis il est en train de rigoler avec toi. Tu fais ok, cool. Et du coup, ce que j'adorais, c'est que j'expérimentais en même temps. C'est par exemple, je fais un pas, je me rapproche de la personne, et dès que je vois la personne en fait commence à se pencher en arrière, c'est ah, je suis trop proche. Et au fur et à mesure des jours, j'essaie de me rapprocher un petit peu. Et si la personne me laisse m'approcher d'elle, ça veut dire qu'elle a confiance en moi. Donc, dans mes critiques, je peux être un petit peu plus, aller un peu plus loin peut-être, parce que je sais qu'elle va moins le prendre personnellement. Ce genre de choses. Ça répond justement à une des questions que j'allais te poser, c'est-à-dire, est-ce que, d'être autiste, ça te coupait pas de certaines émotions et que tu arrivais justement peut-être pas forcément à les traduire et tu viens pas mal de l'expliquer, à savoir, tu t'es énormément documenté et tu as essayé de trouver le maximum de ressources pour, avoir un peu tous les codes, et avoir en fait ce nouveau langage qui allait pas être, peut-être un peu plus instinctif, mais vraiment comme un nouveau langage. Tu as appris un nouvel alphabet et aujourd'hui, tu composes avec cet alphabet pour à la fois créer des émotions, mais aussi les traduire et les observer autour de toi. Justement, pour développer là-dessus, donc pour ceux qui ne savent pas, tous les autistes sont différents. En fait, les autistes, on a tous ce qu'on appelle des comorbidités. En fait, on a tous des symptômes différents. Et par rapport aux symptômes que l'on a, on est une sorte de cocktail, en fait. Et du coup, il n'y a pas deux autistes pareils parce qu'on a tous des cocktails différents. Et en fait, moi, donc ça n'engage que moi, c'est pas tous les autistes. Moi, par exemple, je n'ai pas d'empathie. Donc, je rappelle aux gens ce que c'est que l'empathie. C'est pas ce que les gens pensent. Quand je vois quelqu'un qui souffre devant moi, ça me fait mal. L'empathie, c'est 4 actions. C'est d'abord, on lit l'émotion de la personne. Donc, étant donné que beaucoup d'autistes n'arrivent pas à lire le langage non verbal, donc certains n'arrivent pas à lire cette émotion. Donc, il y a lire l'émotion de la personne, ressentir l'émotion de la personne, prendre conscience de notre émotion et ensuite l'exprimer. Beaucoup d'autistes n'expriment pas leurs émotions. Donc, du coup, ils ressentent les émotions de tout le monde, donc ils ont de l'empathie, mais ne l'expriment pas. Mon problème à moi, c'est que je ne ressens pas mes émotions.
Et ça a toujours été un problème dans mon métier, c'est que ça m'arrivait de m'énerver, mais je ne savais pas que je m'énervais. Donc je peux commencer à crier, je peux commencer à mal parler à quelqu'un, mais j'en ai pas du tout conscience parce que je ne sais pas. C'est comme une fois, j'ai lu le livre Des fleurs pour Algernon. C'était un magnifique livre de science-fiction sur un homme qui est attardé mental en fait et qui subit une opération pour devenir très intelligent. Ok. Et spoiler alerte, en fait, il devient très intelligent et après, il recommence à régresser. Et du coup, on suit cette personne qui voit son intellect en train de régresser. Et la fin, j'étais dans l'avion et je pleurais, mais j'étais en train de parler normalement. J'avais pas le nez qui coule, je pleurais. Et ma femme me regarde, elle me fait pourquoi tu pleures? Je sais pas. Je l'ai regardé, je fais peut-être à cause du livre, j'ai lu Fleur Gordon. Bah, c'est triste la fin, mais bon, pas au point de chialer. Et j'ai pelé pendant 5 minutes. Waouh. Ça m'arrive parfois de m'énerver, je crie et les gens me disent Samy, t'es en train de crier. Ah, pardon, désolé. Et je sais pas que je suis énervé. Donc, à cause de ça, j'ai toujours été très mauvais en acting. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, et c'est pour ça que ce qui s'est passé l'acting sur Arcane, c'est que c'était pas ressenti. C'est-à-dire que quand je faisais un acting, c'était intellectualisé. C'est-à-dire que tous les gestes que faisait mon personnage étaient logiques. Ça marchait. Oui, c'est vrai. Mais on n'y croit pas, en fait. Il y a un truc qui manque. Il y a un lien entre tous, un lien invisible qui n'est pas là. Et en fait, depuis que j'ai été diagnostiqué, j'ai pris conscience de cela. Et comme j'arrive maintenant à comprendre où je bloque, ben maintenant, en fait, justement, j'arrive à faire des actings sincères aujourd'hui. Mais parce que ça m'a obligé en fait, à déconstruire toute ma façon de penser pour justement essayer de combler en fait, les lacunes que j'avais. C'est bien, tu réponds à mes questions avant que je les pose. L'une de mes questions, c'était de savoir, c'était quoi la différence entre une bonne animation et une animation mémorable. Justement, ce truc en plus que tu racontais. Pour toi, c'est la sincérité justement qu'on va y mettre et faire en sorte que du coup, ce personnage, il soit le plus vrai et qu'on y croit. Ou il y a encore d'autres choses que tu rajouterais pour vraiment que toute animation, tout le monde y croit et que vraiment qu'elle soit mémorable et ça, et que chacun puisse, tous les animateurs l'aient dans sa banque de références et d'animations que tout le monde doit avoir vu, par exemple. Alors, c'est simple, c'est la sincérité. C'est aussi simple que ça. Quand j'étais sur les pingouins de Madagascar, on avait un animateur qui s'appelait Nidip Varghese, qui est un des meilleurs animateurs que j'ai connu de ma vie. En body mécanique, il avait des lacunes. Mais en acting, ses actings étaient juste incroyables. Et en fait, à DreamWorks, ce qu'on avait fait, en fait, c'était à la fin, à chaque mois, on votait pour le plan qu'on préférait tous, toute l'équipe. Et on demandait à l'animateur de venir et nous expliquer comment il avait eu les idées, comment C'est il faisait. génial comme truc, ça. Et c'était super intéressant. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans les boîtes américaines. On m'a reproché d'être trop américain parce que j'essayais de ramener cette culture-là. C'était le principe de, par exemple, les lundis, ce qu'on faisait, c'est chacun présenter qu'est-ce qui était l'animation pour lui. On appelait ça les Animation Inspiration. J'avais fait ça aussi à Micros et je fais ça aussi à Supermonks. Et en gros, une fois par semaine, quelqu'un venait et dit bah, pour moi, l'animation, c'est ça. Et en fait, on se rendait compte que l'animation, c'était quelque chose de différent pour chacun d'entre nous. On avait fait aussi des petites masterclass entre nous où on partageait des choses que l'on avait découvertes. Et du coup, on avait décidé de faire ça parce que souvent, on voyait des plans qui défonçaient et on ne comprenait pas. On s'est tous animés. Pourquoi est-ce que son plan à lui, on ressent quelque chose que lui ne comprend pas? Et en fait, il y avait deux animateurs. Il y avait Ketan et Nidip qui, pour moi, faisaient les meilleurs actings. Et c'est rigolo parce que quand on leur demandait pourquoi tu as fait ça, je sais pas. J'y ai pensé. Et c'était très frustrant pour nous parce qu'on était beaucoup à ne pas réussir à faire la même chose et on voulait tout intellectualiser, essayer de comprendre. Et en fait, beaucoup d'années plus tard, j'ai compris en fait. Nidip était un opportuniste. Opportuniste dans le sens, il avait son idée de plan et quand il avançait, il se disait ah bah ici là, pourquoi est-ce que je ferais pas ça? Allez hop. Et en fait, dès qu'il voyait l'occasion de rajouter quelque chose, eh ben il le mettait en se demandant qui est ce personnage. Et un des plans mémorables pour moi, c'était sur les pingouins de Madagascar. En fait, il y a un moment où il y a différents personnages. Il y en a un qui s'appelle Kowalski. Et Kowalski, en fait, c'est une sorte de militaire qui est toujours « Sir, yes sir » quand il parle à Skipper. D'accord? C'est le plus grand de tous. Et en fait, ils sont tout petits. Et à ce moment-là, il y a Skipper qui demande à Kowalski, il fait « Dis-moi, Kowalski, quelles sont nos probabilités de réussir ?» Et là, en fait, il dit juste 99% de chances que l'on meure. Et en fait, il devait faire 2 pas en avant. Il devait juste faire 99% de probabilité que l'on meure. C'est tout. N'importe qui aurait fait ça. 99 probabilités que l'on meure. Qu'est-ce qu'a fait Nidip? 99 probabilités que l'on meure. C'est juste ça. Juste de l'avoir fait avancer comme un soldat, en fait. Parce que c'est un soldat. Et dans sa voix, il avait un côté vachement militaire, discipliné. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai fait
mais putain, mais quel génie! Parce que ce que j'adore en fait avec les idées de Nidip ou de Ketan, attends, je crois que c'était Ketan Patil, je me rappelle plus de son nom de famille, parce qu'on avait 3 Ketan. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que les idées qu'il apportait, elles paraissaient tellement naturelles que c'était pas forcé. Et dans Mmh. l'équipe, on avait un animateur qui était une brute, mais une brute. Il est super connu dans le monde et tout ça. Je dirais pas le nom. Et en fait, ce qui se passe, ces animations, on peut faire du frame par frame. Sur le papier, techniquement, elles étaient parfaites, ces animations. Mais on ressentait rien. Et on n'y croyait pas. Parce qu'il n'était pas sincère dans ses animations. Parce qu'il était tellement concentré sur la technique, sur les overlaps parfaits. Nidif, ses animations, elles n'étaient pas parfaites. Il y avait plein de petits défauts. Mais on s'en fout. Parce que le plan était crédible. Parce que Nidip ne se focalisait pas sur la technique, il se focalisait sur l'intention. Et en fait, on se rend compte que l'animation n'a pas besoin d'être parfaite pour être crédible. Alors, à partir du moment où on fait un mouvement qui est simple, qui est naturel, eh ben on y croit. Et à partir du moment où notre empathie, à partir du moment où on se connecte au personnage, eh ben automatiquement, le reste, c'est du superflu, en fait, c'est pas grave. Et moi, en fait, toute ma vie, venant des VFX, j'étais vachement dans non, il faut que la frame soit comme ça, il faut que ça soit comme ça, là, le petit doigt, il doit être comme ça. Et j'étais tellement concentré sur la technique que je m'étais pas rendu compte, en fait, de l'importance du reste, en fait. Mmh. Et c'est là-bas, en fait, auprès de Nidip et de Prashant, en fait, qui était une brute en anime aussi, que j'ai compris tout ça, en fait, là-bas. Et, euh, et du coup, dès que je suis arrivé, en fait, à Micros, je me rappellerai toujours, j'avais un plan où le personnage dans Captain Underpants, il fait après toi. Et en fait, l'acting, c'était juste ça. C'était après toi, et l'autre, il fait merci, et puis il avance. Et en fait, depuis l'Inde, le truc que j'adore faire quand je brainstorm, j'adore brainstormer avec les gens de mon équipe. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est à chaque fois que je fais des vidéos références, ne jamais le faire tout seul. Ramène une ou deux personnes avec toi et change les rôles. Comme ça, je suis tantôt je suis acteur, tantôt je filme quelqu'un et je deviens directeur. Et je lui dis attends, essaye de faire ça comme mouvement. Et en fait, je me suis rendu compte quand on fait de l'improvisation, c'est très difficile d'improviser par soi-même. Mais quand deux personnes improvisent, c'est très facile de venir. Attends, j'ai une idée. Attends, je peux essayer. Et du coup, je me dis tiens, on va essayer ça. Et du coup, j'étais avec Renaud et Arnaud. Et puis on était de genre après toi. Et puis il y en a un, il a fait après toi. Et du coup, on a eu ce petit mouvement de main. Et puis moi, il m'a fait rigoler quand il a fait ça. J'ai fait très bien. Et j'ai fait un truc comme ça. Et j'ai fait ce petit saut en fait avant de partir. Et je l'avais pas du tout prévu. Et c'est pas ce qui m'a fait rigoler parce qu'il en a fait trop que j'ai eu l'idée de faire ça. Et puis là, on commence à rigoler. Et puis je suis en mode ah oui, bien sûr. Puis pourquoi pas partir comme ça, un truc dans le genre. Et en fait, ce qui devait être un simple plan de après toi, le mec qui part est devenu un truc avec des mains qui tournent, le personnage qui fait un petit bond. Et je me rappellerai toujours, c'est que à la fin de ce plan, il y a Daniel qui est venu, Daniel Canabi. Pour moi, Daniel Canabi, c'est un dieu. C'est un dieu de l'animation. Je le vénère comme pas possible. Et Daniel, il est venu me faire putain, il est trop cool ton plan. Et j'étais trop fier de moi. Et là où j'ai été fier de moi par-dessus tout, c'est que j'ai utilisé toutes les ressources que j'avais. Ouais. Je me suis pas enfermé sur moi-même. Je me suis pas dit, allez Samy, on va réussir. Non, j'ai parlé avec les gens autour de moi, j'ai discuté avec eux, j'ai échangé, je faisais un blocking, qu'est-ce que tu en penses? Renaud, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur cette prod avec qui j'ai tout de suite accroché, c'est devenu un très bon ami. Et Renaud n'avait fait que de la série télé. Il avait beaucoup moins d'expérience, c'est son premier long métrage. Il avait beaucoup moins d'expérience. Et même, j'en parlerai toujours, quand je lui dis qu'est-ce que t'en penses, il m'a regardé, il fait enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as travaillé à DreamWorks, jamais travaillé sur le long métrage. J'ai regardé, je fais et alors? T'es un écrivain? Non, pourtant, quand tu lis un mauvais livre, tu sais très bien qu'il est mauvais. Quand tu vas voir un film, tu te rends compte quand le film il est mauvais, pourtant t'es pas réalisateur. T'écoutes de la musique, quand le mec sait pas faire 3 accords, t'es pas musicien pourtant. C'est pas parce qu'on ne sait pas faire quelque chose qu'on ne peut pas avoir un œil critique dessus. Et je lui dis au contraire, tu vas être beaucoup plus sincère. Tu vas pas me chercher dans la technique de attention ton overlap au niveau de ton expression. Non, ça va être beaucoup plus naturel. Et c'est pour ça que quand je faisais mes exercices, quand je faisais mes études, je montrais mes exercices à ma mère et à ma femme. Parce que même si ce sont des moldus, ce sont des simples mortels, ben, quand ça ne marche pas, ils le voient, eux. Ouais. Parce que eux, ils cherchent pas les artifices, ils cherchent pas la technique, ils cherchent l'intention. Parce que c'est la seule chose qu'ils connaissent. Ils connaissent un être humain, ils savent quand un être humain ment ou pas. Du coup, quand ils voyaient mes animations, ils savaient si je mentais ou pas. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'écouter tout le monde. Après, il faut savoir faire la part des choses, de ce que les gens disent. Mais il faut écouter tout le monde parce que tout le monde peut avoir une bonne idée. Et du coup, j'étais vachement content de ça, en fait, d'avoir découvert ça et d'essayer de le développer au maximum. Mmh mh. Oui, oui, puis comme tu le dis, si des personnes qui sont extérieures au milieu sont touchées, et comprennent en fait l'animation et la trouvent géniale, bah, c'est le but premier et
eux, on n'a rien du tout à faire de cette technique et c'est ce que tu racontais dans Totalement. des détails et des animes qui peuvent être géniales, alors que la technique peut être un petit peu plus fragile avec ses petits aléas, mais enfin, à moins On d'être s'en un fout. animateur, c'est ça, personne ne le Personne ne le voit, quoi. voit. Personne ne le voit. Et tous ces détails que tu racontes, que tu rajoutes un peu d'opportuniste, il faut vachement l'avoir joué, c'est ce que tu dis, en vous entraînant et en étant vraiment dans cette espèce de brainstorm Alors, où vous jouez ensemble, ça jaillit un peu plus facilement, c'est ça? alors pour moi, je pense pas que c'est de l'entraînement. Moi, ce que je pense, c'est que c'est une sorte de lâcher prise. Parce qu'en fait, s'il y a un truc que j'ai appris à travers mes voyages, parce que j'adore voyager, et c'est qu'à chaque fois qu'on essaie de prévoir quelque chose, ça se pète toujours la gueule. Et les meilleures expériences que j'ai eues de ma vie, ça a toujours été quand c'est quelque chose qui n'a été imprévu. Un truc tout simple. Quand j'étais au Nicaragua, tout le monde nous avait dit, il faut absolument aller au canyon de Somoto. Le canyon de Somoto, c'est incroyable, c'est incroyable. Et nous, en fait, on avait déjà dépassé le canyon de Somoto. Et avec ma femme, on a dit, on revient pas en arrière. Et à un moment, on va pour payer quelque chose, une boisson. Et en fait, on nous donne un billet de 50 pesos là-bas. Et en fait, on regarde le billet et c'est un billet qu'on n'avait jamais vu. Et ma femme, en fait, ce qu'on fait, c'est dans chaque pays où on va, on garde un billet comme souvenir. Et du coup, on fait très attention au billet qu'on reçoit. Est-ce que c'est lequel c'est notre préféré et tout ça. Et là, je vois un billet et dessus, il y a écrit Canyon de Somoto. Et je fais, mais c'est quoi ce billet? Normalement, le billet de 50, il n'y a pas ça dessus. Ah oui, mais ça, c'est les anciens billets en fait qui sont en train de disparaître, en fait, sont super rares. Et là, je dis, attends, tout le monde nous dit d'aller au Canyon de Somoto. Et là, tout à coup, on a un billet avec écrit Canyon de Somoto dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas y aller quand même? Du coup, on y est allé. On a contacté une ferme, une ferme bio et tout ça, qui nous a accueillis là-bas pendant 4-5 jours. On a vécu chez eux pendant 5 jours. Ils nous ont fait visiter tout le canyon. On trayait les vaches le matin, on ramassait les maracuyas, les fruits de la passion pour se faire des jus de maracuya le soir. C'était une expérience humaine, mais incroyable. Même chose en Colombie ou en Inde, où on avait des expériences de fou. Et à chaque fois, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Et en fait, je me suis rendu compte que dans les 12 principes d'animation, il y en a deux, il y en a un qui s'appelle le straight ahead versus pose to pose. Et en fait, ce Qu'est-ce que principe, ça veut qu'est-ce qu'il dire? dit? Je Ouais. vais tout expliquer. Et en fait, ce qu'explique ce principe, c'est que lorsque l'on travaille, il y a deux manières de développer notre animation. La première, le straight ahead, donc ce qui veut dire tout droit, on va dire, c'est je fais ma première pause, première image, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Un peu comme ce que fait la stop motion. D'accord? Le problème avec ça, c'est que l'on ne sait pas où est-ce qu'on va terminer. Donc du coup, c'est très difficile si on vous dit tiens, ben, en 40 images, il faut que tu fasses 4 pas et que tu termines de cette position-là à celle-ci. Quand on fait du straight ahead, c'est très difficile parce que très vite, on peut passer trop de temps sur le premier pas et mince, on n'a pas assez de temps pour terminer. Ou alors, on peut aller beaucoup trop vite et mince, je suis arrivé ici à la frame 30 au lieu de 40, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de planification, mais par contre, on tombe toujours sur de l'imprévu. Et en fait, comme on avance, en fait, on a des surprises et on est obligé de s'adapter par rapport à ce qui se passe. Là où le pause to pause, c'est je fais ma première pause, je fais ma dernière pause, je fais ma pause du milieu, je fais la pause entre les pauses du milieu. Et en fait, c'est plus une approche mathématique, beaucoup plus découpée, ce qui fait que tout est totalement maîtrisé, tout totalement contrôlé, mais il n'y a aucun imprévu. Et tout de suite, ça paraît un peu plus robotique, en fait, on va dire. Et il y a 2 ans, 2 ans et demi, j'ai fait un stage en stop motion. J'ai toujours rêvé de faire la stop motion et non, il y a 1 an et demi. Non. C'était en Enfin bon. 2019, 2 ans. En octobre 2019, avec Rhinocéros, j'avais fait une formation payée grâce à l'AFDAS. Tellement heureux d'être en France. Et du coup, j'ai fait un stage de stop motion pendant 1 mois avec ma prof Kim Kong, Kim Kekulkier. Et son surnom, c'est Kim Kong. Elle était dire d'anime sur ma vie de courgette. Elle a travaillé sur L'île aux chiens et Fantastic Mr. Fox. Et je me rappellerai toujours, j'ai fait un exercice où un personnage fait une salutation au soleil. Attends, j'ai pas compris. Le personnage, il fait quoi? Une salutation au soleil, c'est Ok. un exercice de yoga du matin. C'est un enchaînement de mouvements. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à un moment, le personnage doit se plier en avant. En fait, en gros, pour te montrer vite fait, en fait, tu te penches en arrière, ensuite tu te penches en avant, tu poses tes mains, et là, en fait, tu recules tes jambes pour te mettre en position de planche. Ok. Comme ça. Et le problème que j'ai eu, c'est que quand j'ai mis mes mains là, et que j'ai reculé mes jambes, ben en fait, ma position, elle n'était pas correcte. Et en 3D, j'aurais posé mes mains exactement là où il fallait. Mais là, en stop motion, je ne pouvais pas. Et je ne peux pas revenir en arrière. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ma salutation, hop, je suis là. Et qu'est-ce que j'ai dû faire? Ben, j'ai fait ça. J'ai juste réajusté mes mains. Ouais, mais comme dans la vraie vie, si par exemple, tu n'avais pas eu assez de place et que le lit était trop près, alors tu as réajusté tes mains. Et ça, ce tout petit mouvement, ça a totalement changé mon animation parce que c'était pas prévu.
Mmh C'est mh. mon personnage a réagi. Là où quand on anime spécialement en 3D, comme on a un contrôle sur tout, tout est un petit peu, comme on dit en anglais, convenient. Je sais plus comment dire en français. Oui, je vois, j'ai pas la traduction non plus. Hem, C'est opportun, enfin non, c'est chanceux, on va dire. Enfin, c'est comme par hasard, mon pied droit est au bon endroit, ce qui fait que quand je me tourne, je fais tout de suite un seul pas, il n'y a pas de réajustement. Et en fait, on perd tous ces micro-mouvements qui sont totalement inutiles. Après, dans la motion capture, il y en a vraiment trop, hein. Et surtout, dès qu'on fait de la motion capture, les gens ont tendance à surjouer ces micro-mouvements. Mais en fait, c'est tout bête, mais comme tout est parfait, et ben en fait, tout devient lisse. mmh mh. Et ça devient moins intéressant. C'est comme, j'avais adoré, c'était en Inde, il y avait un temple avec 100 piliers. Et parmi tous les piliers, ils étaient tous identiques, sauf un. Et il avait un défaut, ce pilier. Et quand on a demandé au guide, on a fait, mais pourquoi est-ce que ce pilier a ce défaut? C'est un accident? Ils font, non, non, c'est fait exprès. Parce qu'il expliquait même le plus beau des visages a un grain de beauté. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que la perfection n'est pas parfaite, en fait. C'est l'imperfection qui apporte la perfection. Et d'ailleurs, j'adore, il y a un tutoriel de Cameron Fielding, un animateur, sur son blog qui s'appelle Flip. Et il a fait un article qui s'appelle The Perfect Imperfection. Et en fait, il expliquait que le problème d'un animateur, c'est quand on fait un mouvement, on a tendance à faire toujours des arcs de cercle parfaits. Alors dans la vraie vie, il y a toujours des petites irrégularités, en fait, qui fait que tout d'un coup, ça devient moins mécanique et ça devient beaucoup plus ressenti. Ouais. Et Et il donc, faut c'est ce que j'essaie réussir de faire. à remettre ces détails qui font ultra naturels, mais comme tu dis, qui peuvent un peu perturber, mais c'est comme ça qu'on réagit en tant qu'humain et même les Exactement. animaux, enfin n'importe quel être Et vivant, tout à fait. Et du coup, quand on fait nos vidéos références, à force de les faire, à force de les faire avec plein de gens, il y a un moment où on oublie qu'on fait des vidéos références. mmh mh. Il y a des moments, en fait, où on arrête de réfléchir, on arrête de calculer. Et là, tout d'un coup, le naturel reprend le dessus. Et là, du coup, l'imprévisible peut venir. Et c'est là que, du coup, on commence par se surprendre. On se dit, ah punaise, c'est trop cool ce mouvement. Qu'est-ce que tu viens de faire là, refais pour voir. Et souvent, la personne n'arrive pas à le refaire parce qu'elle n'y a pas pensé, en fait. Et c'est pour ça que souvent, moi, ce que je fais, quand je fais une vidéo référence, je pose ma caméra, je laisse tourner. Et on joue, on refait, en fait. Il n'y a pas de, ok, action, ok, stop. Non, c'était pas très bien, on peut recommencer. Et action. Non, je laisse la caméra. Parce que je me suis rendu compte que tous les moments les plus intéressants, c'est toujours au moment où je n'avais pas filmé, en fait. C'est au moment où on n'avait pas prévu de le faire. Et en fait, je trouve que cet exercice de faire ça à plusieurs, ça amène une cohésion, ça amène un relâchement, une sorte de lâcher prise qui fait que on oublie la caméra en fait au bout d'un moment. Et tous ceux qui te disent dans ton équipe, par exemple, «Mais, je suis pas acteur, c'est pas comme ça que moi je prépare, mes animes, j'ai pas du tout envie de me filmer et de passer, de l'autre côté de la caméra». Tu leur dis que dans ces cas-là, il y a pas besoin d'être acteur et qu'en fait, on veut juste capturer justement, l'instinct et le moment présent? Et est-ce que c'est un passage obligatoire de se filmer, justement quand on bosse avec toi parce que c'est un process un peu de création que vous avez en commun? Comment tu appréhendes en fait, cette préparation? Alors, moi, ce que j'ai appris avec le temps, et c'est ce que j'arrête pas de prôner à chaque fois auprès de mes étudiants et auprès des animateurs qui sont dans mes équipes, je ne détiens pas la vérité et je pense qu'il n'y a pas de vérité. À partir de là, je n'aime pas imposer une méthodologie aux gens. Sauf si c'est une question d'organisation, on va dire. D'accord? Mais après, je laisse toujours une certaine flexibilité. Par exemple, faire un blocking, quand on anime, il faut faire un blocking. Qu'il soit en spline ou en step, il faut qu'on en fasse un quoi qu'il arrive. Pardon. Et les vidéos références, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise en se filmant. Il y a un animateur qui s'appelle Alvise Avati, avec qui j'avais travaillé à Double Negative à Londres, un génie. Je ne l'ai jamais vu se lever de son siège. Et il faisait les meilleures animations de body mécanique que j'ai vues de ma vie. Il allait 10 fois plus vite que tout le monde, en fait. Il était juste incroyable, ce mec-là. Et par exemple, lui et Daniel Calabi, c'est des animateurs qui sont réputés pour être très très rapides, surtout pour faire leur blocking. Et une fois, j'avais demandé à Daniel comment il faisait pour aller trop aussi vite, et il me disait je fais confiance à mon instinct et juste j'y vais à fond. Et en fait, je me suis rendu compte que Alvise faisait la même chose. Et en fait, je me suis rendu compte que lorsque l'on se filme, on intellectualise énormément, on essaye de tout calculer, de tout codifier, de tout comprendre. Mais il y a certaines personnes, en fait, ils n'ont pas besoin de cette étape. Ils ont conscience de ce qu'ils ressentent, ou ils ont confiance en ce qu'ils ressentent. Et du coup, j'ai vu des animateurs qui juste s'assoient, hop, ils bougent même pas, ils font un mouvement pour comprendre ce qu'ils ont fait ou quoi que ce soit. Et ils font des trucs incroyables. Et à partir de là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, il n'y a pas une bonne méthodologie, en fait. Tout dépend de comment les gens veulent travailler. C'est comme quand j'avais rencontré, comme il s'appelle, Richard Williams. Et je me suis un peu engueulé avec lui. Parce qu'en fait, faut savoir que ce mec-là, son bouquin, je l'ai lu 3 fois du premier à la dernière page. Pendant plus de 5 ans, il était sur mon bureau.
Enfin, pour moi, c'était Dieu, ce mec-là, et c'était la Bible que j'avais entre les mains. Jusqu'à au bout d'un moment, je me rends compte qu'il y avait pas mal d'erreurs dans son livre. Et, en fait, quand je l'ai rencontré, j'étais super content. Et à cette époque-là, j'étais un peu fier et j'étais un peu con, hein, j'étais jeune. J'ai toujours été fier de ne pas savoir dessiner. Parce que justement, je brisais les codes. Et je disais aux gens, mais vous voyez, en fait, il y a autre chose que ce que vous voyez. Vous avez étudié le mouvement d'un point de vue extérieur avec votre dessin, moi je l'ai étudié avec mon corps. Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste deux approches totalement différentes. Et, ce qui se passe en fait, c'est que quand j'arrive face à lui, à un moment je fais, j'ai une question, Monsieur Williams, avec l'arrivée des technologies telles que la 3D, est-ce que avant, pour faire de l'animation, il fallait savoir dessiner? Il fallait faire de la 2D. Aujourd'hui, avec l'animation, on n'a plus besoin de savoir dessiner. Par exemple, un excellent animateur qui s'appelle Delio Tramontosi, qui a travaillé à ILM, il avait animé le combat de Yoda dans Star Wars épisode 2, ne sait pas dessiner. Et c'est une brute en animation qui est énormément respectée dans le milieu. Et c'est pas quelqu'un de connu, hein. Il n'a pas de blog, il n'a pas d'Instagram, il n'a rien. Et j'ai dit, avec des animateurs comme ça, est-ce que vous trouvez une évolution dans l'animation? Parce que du coup, ce sont des gens qui viennent d'horizons beaucoup plus larges qu'avant. Avant, pour être animateur, il fallait passer par les mêmes cases, les mêmes étapes. Et du coup, tout le monde était formaté de la même manière. Mais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la 3D, il y a beaucoup d'autodidactes, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas dessiner, ou qui font de la sculpture, ou qui font de la photo, qui font d'autres choses, qui font de la danse, qui font du sport, qui ont appris le mouvement de manière différente, en fait. Est-ce que vous trouvez une évolution dans l'animation? Et là, il me répond, si tu sais pas dessiner, tu sais pas animer. Et là, je lui ai dit, oh, enfin, vous pouvez pas dire ça. Enfin, regardez, il y a des exemples comme de très bons animateurs. Et au fond, j'étais vraiment surtout blessé par moi-même, évidemment. Mais je lui ai dit, vous pouvez pas dire ça. Il y a ci, il y a ça, il y a des animateurs. Si vous savez pas dessiner, vous ne savez pas animer. Et là, j'ai commencé à hurler. On m'a arraché le micro de la main. Et ça m'a mis hors de moi, en fait, d'être aussi réducteur que ça, en fait. C'est parce que tu n'es pas comme moi, alors tu n'es rien. Et du coup, je me suis toujours essayé de combattre ça. Et c'est pour ça que quand j'enseigne, j'explique aux gens, trouvez votre propre moyen d'arriver à ce but. Le plus important, c'est d'arriver à la fin, quel que soit le moyen. Et on est tous différents. C'est pour ça que moi, quand je travaille, tu veux montrer des vidéos références, montre pas des vidéos références. Tu veux faire des thumbnails, fais des thumbnails. Tu veux faire une bloc en vitesse parce que tu te sens plus à l'aise, fais une bloc parce que tu te sens plus à l'aise. Je ne pense pas qu'il y ait une méthodologie meilleure qu'une autre. En fait, je pense que la plupart des gens qui utilisent les vidéos références que j'ai vues, hein, c'est souvent des gens qui sont pas très à l'aise en dessin. Donc du coup, eux ont trouvé un moyen autre de s'exprimer. Mais si les gens ne sont pas à l'aise avec la caméra et préfèrent faire du dessin, qu'ils fassent du dessin. Et pour moi, c'est très mauvais. J'ai vu des prods où en fait, on demande à tout le monde de se filmer et d'arriver avec des vidéos références. Et moi, j'aime pas ça en fait, parce qu'on sort les gens de leur zone de confort. Et le problème, c'est que c'est important de sortir les gens de leur zone de confort pour les challenger, mais il y a des limites en fait. Et le problème, c'est que dans notre métier, il y a beaucoup d'introvertis. Il y a beaucoup de gens qui sont pas très à l'aise avec leur corps. Bah, il y a beaucoup de neurodivergents, hein. Donc il y a beaucoup d'autistes. Enfin, maintenant, depuis que j'ai été diagnostiqué, j'en vois beaucoup. Et j'emmène plein de mes élèves et de mes collègues se faire diagnostiquer et ils sont tous positifs à chaque fois. Et, en fait, j'ai envie de dire, arrêtons de tout cloisonner, de dire qu'il n'y a qu'une seule façon de faire les choses, tout le monde devrait faire comme ça. Essayons d'écouter les gens, parce qu'en fait, s'il y a eu des prods qui ont réussi à faire sans vidéo référence, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout à coup, non, c'est impossible, il faut que tout le monde en fasse? Non, en fait, c'est pas obligé. Donc moi, je dis aux gens, essayez. Et moi, je dis toujours aux gens, il faut tout essayer. Donc essayez, mais si jamais vous n'êtes pas à l'aise et que c'est pas pour vous, c'est pas grave. Vous pourrez toujours essayer une prochaine fois plus tard, ou alors trouver le médium, le moyen de vous exprimer dans lequel vous vous sentez à l'aise, le moyen de préparer votre travail dans lequel vous vous sentez à l'aise, parce que plus les gens vont être à l'aise, et plus ils vont pouvoir se lâcher, et plus la qualité sera présente en fait. Et Et puis ce sera c'est plus encore, agréable. et puis ça rejoint en fait ce que tu disais tout à l'heure, à savoir le but c'est de livrer en fait une émotion et un ressenti. Donc qu'importe le moyen avec lequel tu vas réussir à te connecter avec cette émotion et ce ressenti, même si ce moyen il était propre et que tu sors de la norme, Bah si oui, le but est exactement le résultat est bon et que l'anime est percutante, normalement, enfin c'est tout ce qu'on veut et le résultat est là. Donc je te rejoins sur, enfin cette norme qu'on veut un peu imposer, à savoir forcément se filmer ou forcément dessiner. C'est mettre les gens dans des carcans qui leur correspondent pas forcément, et c'est pas comme ça qu'on exprime les meilleurs de soi. Donc, tout à fait d'accord. t'as beaucoup du coup exposé là, la manière dont toi tu préparais et qui te correspondait à toi. On a tous un peu nos forces et nos faiblesses ou dans l'animation, en tout cas les animateurs, entre la perception, le timing, le spacing. Comment tu travailles tes points forts et tes faiblesses sur ces différents axes? Il y en a qui ont par exemple, je sais pas, un très bon sens du timing alors que d'autres pas du tout. Bien Euh, sûr.
Comment Alors, tu vois ces aspects-là, par exemple? alors la rencontre qui a changé ma vie s'appelle Michael Schlingmann, que j'ai rencontré à Londres. Juste un truc, Vas-y, vas-y. je cite beaucoup de noms parce que c'est des gens que je respecte, parce que c'est des gens que, pour moi, méritent d'être connus. Et aussi, il y a un truc qui est important, je voudrais juste te dire par rapport à, parce que c'est pas du name dropping que je fais, mais moi, ce que je trouve très triste dans notre milieu, c'est une petite aparté, c'est que vous demandez à n'importe quel animateur de citer 5 réalisateurs qu'ils adorent, ils y arriveront. Demandez-leur de citer 5 acteurs, ils y arriveront. 5 musiciens comme ils veulent. Demandez-leur de citer 5 animateurs. Et là, ça devient plus difficile. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que je connais aucun musicien qui ne sait pas qui est Beethoven ou Mozart. Je connais aucun chanteur qui ne sait pas qui est Michael Jackson. Je connais aucun réalisateur qui ne sait pas qui est Steven Spielberg. Pourtant, je connais plein d'animateurs qui ne savent pas qui est Eric Goldberg, qui est Nick Ranieri, ou évidemment, je ne vais pas parler de Milcal, Holly Johnson, ou alors Frank Thomas, parce que c'est les plus connus, parce qu'ils ont écrit des bouquins et tout ça. Mais il y en a plein qui sont super connus. Sur les Iron Man, en général, tout le monde connaît ces 3 personnes. Et je trouve ça triste, parce qu'en fait, si on arrive à progresser dans un art, c'est parce qu'il y a une transmission du savoir par nos ancêtres. Et c'est comme ça que notre civilisation a réussi à évoluer, c'est à partir du moment où les écritures sont apparues. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je fais du beatbox depuis quelques mois, et en fait, le beatbox a stagné pendant très longtemps à un certain niveau, et maintenant, on a créé une écriture qui s'appelle le vocal grammatics. C'est super beau d'ailleurs, on dirait des runes, c'est trop stylé. Et j'aimerais bien m'en faire tatouer. Et ce qui se passe en fait, c'est que depuis qu'il y a le vocal grammatics, l'enseignement est devenu beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, le vocal grammatics, en gros, ça écrit ce qui se passe dans ta bouche. Du coup, même sans savoir ce que le son fait, juste en regardant le dessin, on sait ce qui se passe. Et depuis, il y a une vraie progression. Et du coup, ça avance. Et ce que je trouve dommage, en fait, c'est que dans l'animation, les gens, heureusement, ils ont appris les 12 principes d'animation, mais de savoir qui sont ces animateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont découvert, je trouve ça super important, en fait, pour réussir à comprendre l'acheminement qui a amené l'animation là où elle est aujourd'hui. Et ce que je trouve très dommage, c'est que les gens ne se renseignent pas, mais surtout, je reproche aux écoles de ne pas l'enseigner, en fait. C'est parce que dans toutes les écoles où l'on va, des écoles d'art, on nous parle constamment des artistes. On nous parle constamment de Michel-Ange, de Raphaël, ou on nous parle de Picasso, mais dans les écoles d'anime, on ne cite jamais aucun artiste. On n'explique jamais d'où vient quoi. Et je trouve cela très triste, en fait, malheureusement. Donc, on revient sur Michael Schlingmann. Donc, à l'époque, je suis à Londres. Je suis le plus con que j'ai été de ma vie, je pense. Très sûr de moi. Il n'y a qu'une seule vérité au monde. J'ai voyagé en Australie, je sais ce que c'est que la vie. Toi, tu sais rien. Enfin bon, je suis devenu enfin animateur. J'ai galéré pour en arriver là. Donc, et j'arrive. Donc, j'ai aussi une religion, comment ça s'appelle, une éducation un tout petit peu religieuse. Et du coup, j'ai toujours appris. Et puis, je suis autiste, hein, donc une règle, c'est une règle. Hein. Quand on me dit c'est blanc, c'est blanc. Il y a blanc, noir, il n'y a pas de gris entre les deux, c'est impossible. Et là, j'arrive face à ce mec-là, Michael Schlingmann, qui était, je crois, un des hommes les plus farfelus que j'ai rencontrés de ma vie. Vous arrivez sur son bureau, il y avait une toupie, parfois il la faisait tourner, qui vole. En fait, c'était juste des aimants. Et en fait, quand elle tourne, en fait, les aimants se répulsent constamment, du coup, elle flotte. Il avait une fontaine où l'eau s'arrêtait et l'eau remontait. Et en fait, c'est juste parce qu'il y avait un stroboscope. Et en fait, en changeant la vitesse de la lumière, du coup, il avait des trucs trop bizarres sur son bureau tout le temps. Et en fait, Michael est arrivé un jour, j'étais en train de regarder une vidéo YouTube pendant que je faisais un playblast. Puis il arrive, il me fait qu'est-ce que tu fais, Samy? Je fais un playblast. Non, mais je regarde une vidéo YouTube parce que je fais un playblast en fait. Et il me regarde, il me fait mais Samy, il n'y a pas de problème. Hein. Mais là, tes playblasts, ils durent combien de temps? Je fais 5 minutes. Il me fait t'en fais combien par jour? Je sais pas moi, une dizaine. Il me fait quasiment 50 minutes à être sur YouTube et faire d'autres trucs. T'as pas envie d'apprendre des choses? Tu veux pas utiliser ce temps en fait pour apprendre quelque chose? À l'époque, je ne savais rien faire. J'avais juste fait du basket, un tout petit peu de capoeira vite fait. Je regarde, je fais ouais, pourquoi pas? Il me fait t'aimes bien la magie? Je fais ouais, c'est cool. Et il me fait allez hop, et il montre un tour de magie. Je fais waouh, c'est trop bien. Il me fait tiens, je te donne un DVD, apprends. J'ai fait de la magie pendant 4-5 ans. J'ai fait ça comme un dingue. Et à un moment, j'animais une souris qui faisait du parcours. J'avais regardé quelques vidéos. Et il me regarde, il me fait ah, c'est cool là ce que tu fais là, des vidéos, mais t'as essayé ou pas? Non, pourquoi? Il me fait mais tu sais, tu fais tes trucs du Brésil là avec des acrobaties là, c'est ça, t'as recommencé ça? Oui, oui, mais pourquoi tu n'essayes pas ça? Bah, je sais pas. Bah, teste. Ok. J'ai fait du parcours pendant 1 an. Et mon personnage fait des acrobaties en trampoline. J'ai fait 4 ans de trampoline après. Et, et en fait, il m'a dit, Samy, sois curieux en fait. Il faut vraiment que tu sois curieux parce qu'en fait, c'est en essayant les choses dans la vie, en arrêtant d'être spectateur mais en devenant acteur,
que tu vas réellement les comprendre. Et moi, j'étais en mode, ok. Et surtout, un soir, on avait discuté, il a dit une phrase, enfin, c'est comme ça que je me rappelle, hein, ça se trouve, c'est moi qui l'ai totalement imaginé. Hein. À l'époque, je buvais pas beaucoup d'alcool et je crois que c'était une des premières fois que j'avais bu. Hein. Et, euh, et il m'a dit, toute ta vie, tu as voulu faire des choses. Toute ton enfance, tu as voulu être quelqu'un. Mais tes parents te disaient, non, ma mère ne voulait pas que je fasse du karaté quand j'avais 6 ans, elle m'a inscrit à de la danse jazz contemporaine, d'accord. Tes parents n'ont pas d'argent, ou alors ils ne veulent pas que tu fasses ce sport. Il m'a dit, aujourd'hui, Samy, tu peux devenir qui tu veux. Tu veux savoir faire de la guitare, fais de la guitare. Plus personne ne peut t'empêcher de devenir la personne que tu veux. Donc à partir d'aujourd'hui, essaie de faire en sorte de devenir l'homme que tu aimerais être. Et là, je me suis dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir la personne que je veux être. J'ai toujours voulu être quelqu'un de tolérant. Je ne le suis pas à la base, donc j'ai appris à être tolérant. J'ai appris à faire tout ce que je ne savais pas faire. Et en fait, en animation, mon plus gros point faible, ça a toujours été le timing. Mes animations étaient toujours très flottantes, très... Et en fait, le problème, c'est que je n'aime pas le bruit. Et quand je dis bruit, la musique, c'est du bruit pour moi. J'écoute pas de musique. Chez moi, c'est le silence parfait, tout le temps. Et à cause de ça, je n'ai pas le sens du rythme. Et j'ai quand même fait de la danse et ce genre de choses, mais... Et en fait, je me suis dit, si jamais j'améliore mon timing, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire de la musique? Donc du coup, je me suis mis à fond dans les instruments à la capoeira. J'ai commencé à prendre des cours de djembé dans la rue, j'ai commencé à faire de la batterie, j'ai commencé à faire de l'harmonica. Et en fait, avec un peu de recul, en discutant avec Michael et tout ça, je me suis rendu compte que si tu veux être bon en posing, fais de la sculpture, fais du dessin. Tu veux être bon en composition, fais de la photo. Tu veux être bon en acting, fais du théâtre, apprends le langage corporel. Tu veux être bon en body mécanique, fais du sport. Tu veux être bon en timing, fais de la musique. Et en fait, ce que j'ai fait à partir de là, c'est que grâce à Michael, en fait, qui m'a donné la curiosité de la vie, la soif d'apprendre, et qui m'a rappelé le plaisir d'apprendre. Parce que les gens, aujourd'hui, quand ils disent j'ai envie d'apprendre à faire de la guitare, ils veulent pas apprendre à faire de la guitare. Ils veulent être bons à la guitare. Ils veulent faire du Jimi Hendrix tout de suite. Mais en fait, apprendre, c'est génial comme sensation de galérer à faire quelque chose, réussir. C'est une sensation incroyable de réussir à faire quelque chose. Et depuis, je me suis toujours dit, à partir de maintenant, si je veux progresser dans quelque chose, qu'est-ce qui peut m'aider en dehors dans la vie pour progresser? Et je me suis rendu compte que mes deux points faibles, c'était le timing et le posing. Et là, je me suis dit, bon, Samy, on va mettre notre fierté de côté, il est peut-être temps d'apprendre à dessiner. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours de dessin, j'ai commencé à faire du dessin, surtout durant mon road trip. En fait, au bout d'un moment, ça me manquait d'animer, parce que j'aime mon métier. Tellement que j'aime mon métier, hein, c'est juste pour que les gens voient. J'ai une bouncing ball qui est tatouée sur mon mollet tout autour. C'est la bouncing ball de Richard Williams avec ici écrit Contact. Et en fait, au bout d'1 mois de voyage, je me suis dit, putain, ça me manque trop d'animer. Et du coup, j'ai pris des cours de dessin, j'ai commencé à dessiner pendant plus de 6 mois. Et je me suis dit, Samy, il faut arrêter de t'enfermer dans ton ego et de te dire, je suis fier de ne pas savoir dessiner. Et je me suis dit, non, mets tous les atouts possibles de ton côté. Et en fait, je me suis rendu compte que la magie, par exemple, ce que ça m'a appris, c'est tout con, hein, mais quand on fait un tour de magie comme celui-ci, ce qu'on apprend, en fait, c'est qu'un grand mouvement cache toujours un petit, en fait. Et si jamais j'avais fait ça, regarde, si j'avais fait ça, et en fait, on aurait regardé la main qui a pris la pièce. C'est clair. Alors que quand on fait ça, naturellement, on n'a qu'une seule envie, c'est de regarder ça. Et en fait, je me suis dit, punaise, avec la magie, maintenant, je sais gérer un plan avec plusieurs personnages, je sais gérer la tension là où il faut. Parce que j'ai découvert que c'est le contraste qui attire le mouvement. C'est comme les 3 réactions face à un danger, ce qu'on appelle les 3 F en anglais, freeze, flight, fight. Première chose que l'on fait en danger, freeze. On arrête de bouger. Pourquoi? Parce que dans la nature, les prédateurs chassent avec le mouvement. Vu que la nature est statique, si quelque chose bouge, c'est quelque chose de vivant. Donc on attaque quelque chose de vivant. Premier réflexe, on arrête de bouger. Donc quand une voiture arrive et la personne au milieu de la route se tétanise, faut pas lui crier « espèce d'imbécile, bouge !» Non, c'est un réflexe de survie. Naturellement, on se freeze. Deuxième réaction, flight. On part en courant. Et on marche dans la forêt, j'entends un bruit de brindille qui craque. Premier réflexe, je m'arrête. Qu'est-ce que c'est? Je vois un tigre, je pars en courant. Là, tout d'un coup, je suis coincé, je peux rien faire. Troisième réaction, fight. Je combats. D'accord? Donc, c'est les 3 réactions que l'on a. Et ces 3 réactions-là, on les retrouve partout. Il y a une vidéo de Jennifer Lawrence. Si les gens font Jennifer Lawrence spills mint, donc qui détale de la menthe, en fait, on voit Jennifer Lawrence qui ouvre une boîte
elle se casse et en fait, elle cache ses mains comme ça. Il y a que les mains qui bougent, c'est incroyable. Tu fais ça en animation, je te dirais, c'est pas réaliste. Elle fait juste ça. Donc, première réaction, freeze, flight. Tous les gens autour d'elle commencent à se moquer d'elle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Tu veux un bonbon? Fight. Elle a combattu le fait qu'on se moquait d'elle. Et là, tout à coup, on voit son corps qui se relâche. Et, pourquoi je parlais du freeze déjà? J'ai oublié pourquoi Tu je disais ça. décrivais les 3 F et comment tu as appris un peu tes différentes notions, à savoir de timing, de spacing et Voilà. comment tu Et en fait, apprends. en fait, c'est en étant curieux surtout, et en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais à apprendre plein de choses. La magie, ça m'a permis de réussir à diriger l'attention des animateurs, des spectateurs là où je veux. La musique m'a aidé à améliorer mon timing. Le sport a continué à m'aider à comprendre au niveau de ma body mécanique. J'ai fait des cours d'improvisation. Ça m'a énormément aidé avec l'acting, à comprendre le processus de pensée. Les livres de body language m'ont aidé à mieux maîtriser en fait mon langage corporel pour exprimer des émotions beaucoup plus complexes, pour montrer quelqu'un qui est gêné ou quoi que ce soit. Et en fait, je me suis rendu compte que j'apprenais plus lorsque je n'animais pas que lorsque j'animais. J'apprenais plus en dehors. Je me rappellerai toujours, je me suis plié le coude dans le mauvais sens en faisant du cirque. Et du coup, j'ai arrêté pendant 6 mois la capoeira et tout ça. Et à l'époque, j'étais à fond et j'avais atteint un super niveau. Et mon ostéopathe, il me dit, bon, Samy, c'est bon, tu peux retourner à la capoeira. Et je lui dis, mais c'est mort. C'était la première blessure que j'ai eue. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai compris que je n'étais pas indestructible. On a tous cette période, vers 20-25 ans, on se croit totalement invincible et tout ça, jusqu'à notre première blessure. Et là, on se prend une baffe dans la gueule et on se dit, oups, faut peut-être que je fasse attention maintenant. Et en fait, ça a été ma baffe. Ma vie a changé après ça parce que j'ai été moins, comment dire, je trouve pas le mot en français, daredevil. Tu sais, c'est inconscient. Ouais, invincible, mais plutôt inconscient. Et surtout, inconscient, c'est un bon terme parce que je n'étais pas conscient de mon corps, pas conscient des choses autour de moi. Et mon ostéopathe, il m'a fait, Samy, tu as progressé en capoeira ces 6 derniers mois. Et je le regarde, je me dis, qu'est-ce que tu racontes, Olivier? Tu connais rien du tout à la capoeira, tu racontes que de la merde. Je n'ai pas pratiqué pendant 6 mois, évidemment que je suis une quiche. Je suis revenu à la capoeira, j'avais plus du tout le même niveau, j'étais largement au-dessus. Pourquoi? Parce qu'avant, je m'en foutais de la personne en face de moi, je faisais toujours mes mêmes routines. Et maintenant, j'étais vachement plus conscient, je réagissais. Et j'avais enfin compris ce que c'était que la capoeira. C'est que c'est un échange, c'est un dialogue. Quand quelqu'un te donne un coup de pied, c'est comme s'il te pose une question et toi, tu réponds à cela. Et, et tout d'un coup, les gens ont eu beaucoup plus de plaisir à jouer avec moi parce qu'il y avait un véritable échange. Et, et en fait, c'est passé exactement la même chose avec l'animation. Quand j'ai commencé à voyager, à rencontrer des gens, à m'intéresser à plein d'autres cultures, plein d'autres activités, mon animation s'est améliorée au petit à petit parce qu'en fait, il y a toujours des liens dans tout ça en fait. Pour moi, l'animation, c'est un des meilleurs métiers au monde parce que on apprend à s'émerveiller des choses que personne ne regarde. Quand on anime, par exemple, un écureuil, j'ai animé un écureuil sur Narnia. Pourquoi est-ce qu'un écureuil descend d'un arbre sans tomber? Bah, tout simplement parce qu'il peut tourner les pattes arrière à 180 degrés. Et là, tu fais, oh, mais c'est incroyable! Quand j'ai dû animer les poulpes sur les. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'anime un personnage et j'étudie. Par exemple, quand j'ai animé le dragon d'Harry Potter, j'ai étudié les chameaux pour le cou, j'ai étudié les chevaux pour la tête, j'ai étudié les fruit bats, les chauves-souris australiennes pour leurs ailes, parce que le dragon d'Harry Potter n'est pas un dragon dans le 7e, c'est un wyvern, un dragon à 4 pattes et 2 ailes. Un wyvern, les pattes d'avant sont les ailes. Et j'ai étudié les animaux battus, horrible. Pendant une semaine, j'ai regardé des vidéos d'animaux battus, c'était un cauchemar. Mais pour comprendre le pattern, en fait, toujours ne jamais faire face à son maître, toujours. Et en fait, on ne veut pas être vu. On se fait plus petit, on ne le regarde pas directement, on essaye d'être le plus immobile possible. J'ai énormément appris. Et quand j'ai dû animer les poulpes, oh, cet animal, c'est juste incroyable. Et c'est ça que j'adorais. Et un des meilleurs exemples que j'ai, c'était sur Despero. On m'a demandé, j'avais un plan et je devais faire une reine qui devait manger une soupe. Eh ben, j'ai maté 15 minutes de tutoriaux sur internet sur comment manger une soupe comme une reine. Donc attention, avec la cuillère, il faut aller vers l'extérieur. Comme ça, si tu renverses de la soupe, c'est pas sur ta robe, c'est en dehors. Ensuite, tu amènes la cuillère vers toi, tu ne te penches pas en avant, sinon tu peux avoir tes vêtements qui trempent dans la soupe. Tu le poses sur les bords des lèvres pour éviter de mettre dans la bouche, sinon tu vas en mettre au-dessus. Et tu aspires tout doucement. Et tu prends que le dessus de la soupe parce que c'est la partie qui est la plus froide. Et c'est tout con. Mais ma reine, elle mange la soupe comme une vraie reine. Et c'est là que je trouvais ça vraiment génial parce que du coup, avec l'animation, j'apprends tellement de choses qui me servent dans la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, j'apprends tellement de choses qui me servent aussi dans l'animation. Et ça, je me suis rendu compte, en fait, tout est connecté, en fait. Et je sais plus quel animateur a dit ça, certaines personnes disent Glenkin ou d'autres, mais il y a un grand animateur qui a dit, on ne peut pas donner de la vie à un personnage si on n'en a pas.
Et c'est là que je me suis dit, en fait, le plus important, en fait, pour être un bon artiste, un bon animateur, c'est de vivre, en fait. D'explorer le monde. Quand on voit Hayao Miyazaki, les films qu'il fait, c'est pas les mêmes films que les autres. C'est pas un japonais qui fait des films japonais pour les japonais. C'est un japonais qui fait des films sur la culture japonaise, mais pour le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il a voyagé dans le monde. Il a vu l'Europe, il a vu les États-Unis, et il a réussi à absorber tout ce qu'il a découvert d'eux pour enrichir en fait ses œuvres. Et quand on regarde les plus grands artistes en fait étaient des gens qui étaient curieux, qui voyageaient, qui allaient en dehors de leur bulle. Ouais. Euh, Ça ouvre totalement en fait ton champ des possibles et ta perception et tu plus du tout étriqué dans ta manière de penser à reproduire en Totalement. fait des modèles. Et toi, ce que tu racontes, c'est que chaque anime, c'est un prétexte pour t'ouvrir et encore apprendre de nouvelles choses. Et Grave. inversement, et tu fais vraiment ce jeu communicant en réussissant à mettre tout ce que tu sais à côté qui n'a probablement aucun lien ou que la plupart des gens ne voient pas avec l'animation et tu arrives à le réinsérer à l'intérieur de l'anime pour vraiment t'appuyer là-dessus parce que tu arrives à déceler peut-être justement des positions, de la mécanique qui va te servir en fait pour tel ou tel mouvement. Mais ça, c'est aussi une autre compétence que tu as développée, à savoir comme une toile d'araignée que tu arrives à tisser et connecter tous ces points. Et tu as plein de gens qui, justement, il n'y a que des étoiles et ces étoiles, elles ne sont pas du tout connectées. Toi, tu fais vraiment cette toile d'araignée et du coup, tu arrives à te servir de tout ce que tu as appris pour le mettre au même endroit et pour une anime, par exemple. Et ça, c'est tout simple, hein. C'est juste, s'il y avait, il faudrait que je me le tatoue sur le front, s'il y a un seul mot qui a dirigé toute ma vie et qui fait que je suis où je suis aujourd'hui et que je suis la personne que je suis, c'est le mot pourquoi. J'ai toujours demandé pourquoi. Je pense, personnellement, que les gens qui ne voient que des étoiles, qui ne voient pas le lien entre eux, c'est parce qu'encore une fois, ils sont simples spectateurs et qui ne savent pas pourquoi. C'est pour ça que moi, ce que j'explique toujours quand j'enseigne, c'était Montaigne qui disait l'enseignement, ce n'est pas remplir des vases, c'est allumer des feux. Et en fait, quand j'enseigne, j'explique pas une règle aux gens. J'explique le sens des choses, parce que le sens des choses peut se retrouver dans n'importe quelle petite chose. Mais si jamais on applique une règle simple, cette règle, elle s'applique dans un contexte particulier, dans une situation particulière. Et le problème, en fait, c'est que sorti de ce contexte, qu'est-ce qui se passe? Quand on marche, la hanche, elle descend lorsqu'on retire le poids dessus, quand on passe sur la position down. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où elle descend pas? Et pourquoi est-ce qu'elle descend, la hanche? Est-ce que la hanche monte parfois? Oui ou non? Bah oui. Et pourquoi? Et d'où est-ce que ça vient? Et c'est pour ça un truc tout simple, hein, mais c'est juste pour te dire à quel point je pense à l'animation tout le temps. Dès que je vois quelqu'un qui marche bizarrement dans la rue, je le filme. Et j'ai plein de vidéos de gens qui marchent dans la rue. Et à chaque fois, il y a des trucs particuliers pour chacun et j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'ils marchent comme ça. Qu'est-ce qui apporte cela? Parce qu'en fait, par rapport au corps que l'on a, par exemple, les femmes en moyenne ont le torse plus court que les hommes et les jambes plus longues. Elles ont aussi le bassin plus large que les épaules, alors que les hommes ont en général les épaules plus larges que les hanches. Encore une fois, c'est en général. Il y a toujours des hommes qui ont des hanches plus larges que le torse et tout ça. Mais qu'est-ce que cela implique? Et en fait, à la capoeira, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal d'acrobaties qui étaient plus faciles pour les hommes ou plus faciles pour les femmes. En fait, par exemple, quand on se met sur un pont, si on a les hanches plus larges que le torse, on aura tendance à se relever. Si on a les épaules plus larges que les hanches, eh ben on aura tendance à partir en arrière, parce que c'est plus facile, parce qu'on a plus de poids ici. Et là, je me suis dit, mais en fait, on a tous des corps totalement différents, donc du coup, qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi? Et en fait, quand je fais une activité, je la fais jusqu'à en comprendre le pourquoi. Moi, j'adore, c'est quand je rencontre des gens en soirée, tu fais quoi comme métier? Quelles sont tes passions? Ah, mais pourquoi? Ah, mais tu savais, quand on faisait ça faisait ça? Ah putain, je savais pas. Mais pourquoi? Vas-y, explique. Et du coup, c'est tout con, mais d'ailleurs, j'en parlais avec ma femme à midi et elle me disait, toi, Samy, quand tu es en soirée, il faut que chaque discussion soit meaningful. Faut à chaque fois que ta discussion elle soit super importante et très profonde. Je fais oui, parce que ça m'intéresse en fait de savoir pourquoi, de comment ça fonctionne. Si quelqu'un fait un métier, pour moi, c'est un choix. Donc certaines personnes, malheureusement, ils font les métiers qu'ils peuvent parce que l'éducation nous dit qu'il aurait fallu que je sois comptable. Mais il y a des gens qui font une activité parce qu'ils l'ont choisi. Mais du coup, qu'est-ce qui les a amenés à vouloir faire cette activité et pas une autre? Qu'est-ce qui les passionne dedans? Et du coup, je rencontre des gens. Il y a un mec qui travaille au CNRS et à chaque fois, c'est des discussions trop intéressantes avec eux. Là, j'ai un de mes meilleurs potes, il est devenu huissier. Et je lui dis, huissier, pourquoi? Et il commence à m'expliquer tout le côté administratif. Bon, il est autiste, hein, l'administration, c'est sa passion. Et il m'explique tout derrière pourquoi. Et c'est devenu passionnant. Parce qu'il était passionné par ce qu'il racontait, en fait. Et, euh, et du coup, moi, si je peux donner un conseil aux gens, si vous voulez voir, en fait, qu'est-ce qu'il dit, tous ces petits points, en fait, demandez-vous pourquoi. Et vous allez voir qu'à la fin, tout est lié, en fait.
tout est la même chose. Parce que c'est toujours une intention, en fait, qui amène à cela. Et en rentrant, en fait, dans cette série de pourquoi, tu casses le vernis et tu rentres vraiment dans la matrice pour vraiment avoir l'origine, la source et c'est là où tu es plus à, avoir une perception, totalement superficielle où justement c'est très éloigné de toi, mais où de nouveau, tu vas réussir à mettre un petit peu de toi et à connecter, en fait, ces différents points parce que, tu es vraiment au cœur et que tu saisis, l'entièreté, en fait, de ce que c'est et pas juste de manière un peu gravitationnelle. C'est chouette que tu parles de ces expériences d'école et de prof. Quelles graines justement tu essayes un peu de planter, et comment tu leur donnes ce goût en fait du savoir et de l'apprentissage que tu as et qui aujourd'hui toi t'anime et te rend passionnant et tu le dis très bien en fait, c'est cette passion et cette vie en fait qu'on a qui fait que derrière vous êtes ou pas des bons animateurs ou en tout cas ça y contribue pour beaucoup. Alors, déjà, encore une fois, j'ai un enseignement un petit peu particulier. Par exemple, j'adore que les gens participent énormément. Donc, par exemple, quand je donne un cours de body mécanique, il y a différents exercices que j'aime bien faire. Un de mes préférés, tout le monde s'assoit par terre et chacun doit se relever, mais personne n'a le droit de se relever de la même manière que quelqu'un d'autre. C'est Et horrible. dès que quelqu'un se lève, j'explique le fonctionnement de comment il s'est levé. Et en fait, ce que je leur explique, c'est que vous ne devez pas animer quelqu'un qui se lève. Vous devez comprendre les mécaniques en dessous et savoir pourquoi est-ce qu'il se lève comme ça. Qu'est-ce que ça implique? Et ce que j'adore, c'est dès qu'on voit une femme, un homme, surtout j'adore, c'est les femmes qui ont des jupes. Quand elles ont des jupes, bah, du coup, elles ne peuvent pas se lever comme elles veulent. Et en fait, je leur explique, vous voyez, à cause de la limitation qu'elle a à cause de sa jupe, eh ben, elle peut quand même se lever, mais elle va se lever de manière totalement différente. Elle s'adapte par rapport à ses limitations, un peu ce que j'expliquais au début, que pour les sites d'animation. Et en fait, à partir du moment où j'explique le fonctionnement d'une personne qui se relève, les élèves arrivent à être créatifs et faire des nouvelles manières de se lever qu'on n'a jamais vues, Mmh. parce qu'ils ont compris le concept. Et un autre exercice que j'adore faire, c'est jouer au facteur. Tout le monde s'assoit, et en fait, quelqu'un passe derrière quelqu'un, lui touche l'épaule, la personne doit se relever et doit l'attraper, et elle court et doit s'asseoir à sa place. Vous faites le jeu pendant 10 minutes, en demandant aux gens d'être conscients de ce qu'ils font. Au bout de 10 minutes, tout le monde est assis exactement de la même manière. Parce qu'il n'y a qu'une façon optimale d'être assise pour pouvoir faire ça. Et en fait, je fais ça, je fais aussi des exercices de kung-fu avec mes élèves, je fais des exercices de yoga parfois. Et en fait, comme je l'expliquais, pour moi, encore une fois, tout ce que je dis depuis le début, c'est ma vérité, hein, ce n'est pas la vérité. Mais pour moi, il faut expérimenter les choses. Et quand je dis expérimenter, évidemment, le faire, c'est ce qu'il y a de mieux, mais un truc tout con, un exercice que je fais tout le temps, souvent il y a des gens qui viennent vers moi et me disent Samy, j'aimerais bien faire un exercice, est-ce que tu es d'accord pour m'aider, tout ça. En général, je dis oui. J'ai toujours 2 ou 3 personnes que j'aide tout le temps. Et le premier exercice que je leur fais faire, c'est simple, c'est tu vas prendre une action sportive, n'importe laquelle, hein, un service de tennis, un service de volley, un shoot de basket, un lancer de poids, et tu vas étudier la technique que tu vas faire. Qui a créé cette technique-là? Pourquoi il a créé cette technique-là? Qu'est-ce qu'elle a apporté cette technique par rapport au reste? 90% du temps, les gens viennent vers moi, ils font putain, alors j'ai découvert ça, ça, mais du coup je me suis renseigné sur ça, mais c'était pas l'exercice. Ouais, je sais, mais c'était trop intéressant et du coup, et je me suis rendu compte de ça et ça, mais putain, mais c'est ouf, tu savais ça, Samy, qu'il y avait ça? Bah non, je savais pas. Ah, mais putain, mais c'est ouf. Et en fait, je me suis rendu compte, il y a quelqu'un qui avait dit il n'y a rien d'inintéressant, il y a juste des gens inintéressés. Et ce que j'adorais en fait, c'est que quand on commence à étudier la profondeur de quelque chose, tout devient intéressant. Et on le voit avec les mangas sur le basket, sur le football américain, sur n'importe quel sport, le yo-yo, le ping-pong. Quand on lit le manga au début, on se dit ouais, bon, le ping-pong, le basket, ça m'intéresse pas. Et là, ils arrivent à le rendre intéressant parce que c'est quelqu'un de passionné qui en parle. Et, euh, et du coup, en fait, ce que j'essaie de montrer aux gens, c'est qu'est-ce qui est intéressant là-dedans. C'est de leur montrer le cœur même de qu'est-ce que c'est que le mouvement, en fait. De qu'est-ce que c'est que l'animation pour moi. Et je tiens à dire, une des plus belles récompenses que j'ai eues de ma vie, un truc qui m'a fait vraiment trop plaisir. J'étais à un pot de Noël, je crois, de Forti, je crois, un truc comme ça. Donc j'avais quitté le studio parce qu'on m'avait proposé un taf de supervision d'animation ailleurs. Du coup, je suis pas revenu au studio. Encore aujourd'hui, je le regrette parfois parce que j'avais adoré cette boîte et j'avais adoré le projet et l'équipe était vraiment géniale. Et en fait, j'étais à ce soir-là et d'un coup, il y a 2 femmes qui viennent me voir et elles me font bonjour Samy, bon voilà, tu ne nous connais pas, mais on voulait juste te dire merci. Ok, bah je t'en prie, pourquoi? Elle fait bah, en fait, il y a 3-4 ans, tu es venu à Superinfocom, où on était, et tu as juste donné une masterclass sur qu'est-ce que l'animation pour toi. Et en fait, on a tellement adoré, hein, et l'animation, c'est pas quelque chose qui nous intéressait à la base, et en fait, on s'est mis à l'anime, et on adore ça, et aujourd'hui, on est à Fortiche, et on est trop heureuse.
Et là, j'étais, mais oh putain, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir parce que j'ai réussi en fait à donner en fait mon amour de l'animation à d'autres personnes qui ont finalement réussi à se retrouver dedans. Et moi, ça me faisait trop plaisir parce qu'elles étaient heureuses. Et pour moi, c'est plus important. Pour moi, l'animation, c'est pas au-dessus de quelque chose d'autre. Pour moi, l'animation, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi par rapport à mes exigences, par rapport à ce que je recherche dans la vie. Mais chacun trouvera quelque chose d'autre. Et le fait de les voir heureux, je me dis, je suis heureux parce que j'ai participé à ce qu'elles trouvent, ce qu'elles veulent. Et aujourd'hui, elles font un métier qu'elles aiment, elles sont heureuses. Et de me dire que j'ai contribué ne serait-ce qu'un tout petit peu, bah, ça me fait plaisir en fait. Et, euh, et du coup, en fait, dans mon enseignement, c'est ça. J'essaie de faire prendre conscience aux gens. Pourquoi tu veux faire de l'animation et pas autre chose? Ah, j'aimerais bien travailler dans cette boîte-là. Mais pourquoi tu veux travailler dans cette boîte-là? Pour moi, il n'y a pas de mauvaise raison de travailler dans une boîte. Seulement, il faut savoir, est-ce que tu veux travailler dans cette boîte-là pour gagner beaucoup d'argent? Est-ce que tu veux travailler dans cette boîte-là pour progresser? Est-ce que tu veux travailler dans cette boîte-là pour participer à un projet plus grand que toi? Parce que parfois, si tu y vas pour l'argent, ok, c'est cool, tu touches un bon salaire. Mais parfois, tu vas aller dans une boîte parce que tu veux progresser, et en fait, tu te rends compte qu'on ne prend pas le temps de t'enseigner les choses. Du coup, tu vas être déçu. Et ce que je dis aux gens, c'est, vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez travailler dans ce que vous voulez. Mais soyez sûr au moins que vous rentrez dans cette boîte pour les bonnes raisons. Comme ça, vous ne serez pas déçu. Et je pense que le plus important, c'est être honnête avec soi-même pour ne pas être déçu, de savoir exactement qu'est-ce que l'on recherche. Et il faut savoir que ce que je recherche aujourd'hui, c'est pas ce que je cherchais il y a 2 ans, c'est peut-être pas ce que je vais chercher l'année prochaine, hein. On évolue avec le temps. Et je pense qu'il faut être attentif par rapport à cela. Et c'est toutes ces leçons-là en fait que j'enseigne. C'est pour ça qu'il y a certains de mes élèves qui me disent que je suis plus un coach de vie qu'un prof d'anime. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est le meilleur moyen de progresser. Quand j'enseigne avec des élèves, je leur dis, je vous préviens, avec moi, l'exercice que vous allez faire, ça va pas être le meilleur. Votre meilleur exercice, vous allez commencer à progresser après. Pourquoi? Parce que moi, ce que je dis aux élèves, je vous rappelle, les élèves, vous êtes ici pour apprendre. Si vous faites ce que vous savez faire, vous n'allez rien apprendre. Donc moi, que votre animation soit bonne avec moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Que votre exercice défonce à la fin, que ça aille sur une démo reel, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de vous voir progresser durant l'exercice. Je veux vous voir faire des erreurs, parce que si vous ne faites pas d'erreurs, je ne peux pas les corriger. Si je ne peux pas corriger vos erreurs, vous ne pouvez pas progresser. Et le problème aujourd'hui, c'est que dans une école, on ne nous apprend pas à apprendre. On nous demande d'être bon tout de suite. Et moi, je trouve ça très triste. C'est pour ça que là, par exemple, je vais donner un cours avec les gobelins, avec une classe chinoise. Et j'ai parlé au prof en Chine et je lui ai dit tout de suite, je vous préviens, moi, je veux pas que l'exercice soit bon. Moi, je veux que les élèves, ils apprennent avec moi. Je veux pas qu'ils restent dans leur zone de confort. Je veux qu'ils en sortent, mais je veux les mettre assez en confiance pour qu'ils n'aient pas peur de sortir de leur zone de confort et qu'ils se disent, ok, Samy, ensemble, on va essayer de faire quelque chose de nouveau. Et c'est là que je me dis, ils vont progresser. Et je vois des élèves à moi, souvent, qui, avec moi, ils galèrent comme pas possible. À la fin de l'exercice, ils sont là, putain, si j'avais su, j'aurais pas fait l'exercice comme ça. Et je leur dis, mais c'est pas grave, maintenant tu sais. Parce que dans mon enseignement, ce que j'aime bien, c'est laisser les élèves galérer et leur apporter la solution après. Parce que si on leur apporte la solution tout de suite, ils comprennent pas de quoi on parle, ils savent pas pourquoi. Mais s'ils ont expérimenté la difficulté, lorsqu'on leur apporte la solution, pour eux, c'est une délivrance incroyable. Et surtout, ils l'auront appris parce qu'ils l'ont expérimenté. C'est comme mon père, il était du genre, je m'approche d'un feu, il fait attention, tu vas te brûler, hein. Je me rapproche, il fait ok, vas-y, mets la main dedans, pas de problème. Parce qu'on a besoin d'apprendre. Et on a beau vouloir intellectualiser, se croire au-dessus de tout, plus intelligent. J'étais en Alaska avec un pote, donc j'avais quoi? J'avais 35-36 ans. Je me considérais comme quelqu'un de très mature, très intelligent et réfléchi. Et on va pour couper du bois. Je prends la hache, je pose mon pied sur le rondin de bois que je veux couper. Je prends la hache, mon pote il a attention, c'est bien. Attends. Je veux essayer d'abord et ensuite tu me corrigeras si je fais une erreur. Et là, je donne un coup de hache, elle a atterri à ça de mon pied. Oh! Et là, mon pote, il fait ne jamais mettre son pied sur le rondin de bois quand on va le couper avant. Oui, en effet. Et là, je me dis, mais Samy, mais qu'est-ce que t'es con? Pourquoi tu l'écoutes pas? Pourquoi? L'ego. Et on a beau essayer d'être quelqu'un d'humble, l'humilité pour moi, c'est un travail quotidien en fait. C'est pas quelque chose de naturel, l'humilité. Pour certains, ça l'est, mais pas pour moi en tout cas. Et c'est comme un pote à moi qui me disait, et je trouvais ça génial, il aimait pas quand quelqu'un disait je suis féministe ou je suis écologique, parce qu'il dit en fait la plupart des gens pensent que le fait de le dire fait que l'on l'est, alors que l'écologie, le féminisme, toutes ces choses-là, c'est un combat de tous les jours en fait, parce qu'il faut toujours faire un effort. C'est tout con, mais quand on prend sa douche, ben, faut y penser. Je vais pas utiliser trop d'eau. Tiens, je vais utiliser, par exemple, sur moi, j'ai toujours un petit sac en papier ou en tissu où j'ai des couverts avec moi pour quand je mange dehors, ne pas utiliser toujours des couverts en plastique. Mais c'est un effort constant en fait. Et l'humilité, ça en fait partie de notre ego. Il est là toujours. Apprendre à le mettre de côté, c'est très difficile. Et, euh, et c'est pour ça que moi, quand je suis avec mes élèves, je leur dis, écoute, moi, je te conseille de ne pas faire ça, mais si tu veux le faire, fais-le.
parce que tu as besoin de le faire pour te rendre compte que ça marche pas. Tu as besoin de savoir pourquoi. Et il faut que les gens expérimentent. Oui, et puis encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, t'as pas la science infuse, et justement par l'expérience et par vraiment le fait de le vivre soi-même, c'est là où réussite ou échec, on l'imprime vraiment, et ça reste comme une expérience, et on peut s'appuyer dessus pour ensuite, de nouveau comprendre et aller beaucoup plus loin que, en fait, une règle, comme tu disais, qui est très froid et que, sortie de son contexte, on est incapable de la modifier parce que on n'est pas allé plus loin et on n'a pas compris l'essence et le pourquoi. Et c'est fort, tu les amènes à vraiment penser plus loin, à savoir trouver leur moteur, et être très honnête vis-à-vis d'eux-mêmes pour que, c'est ça, ils soient pas déçus et qu'ils continuent toujours en fait d'être à la bonne place par rapport à qui ils sont, même 10 ans après être sortis de l'école. Exactement. Cette petite graine, elle continue de germer, et ça leur permet d'être sûrement des animateurs un peu plus épanouis, parce qu'ils sont toujours à se questionner, se demander ce qu'ils cherchent. Et si justement ils sont pas faits pour être animateurs, ils se rendent aussi peut-être un peu plus Exactement. vite compte que la moyenne, parce que ça correspondait pas à l'image qu'ils en avaient, quoi. Tu disais que tu donnes, enfin en tout cas je l'ai traduit comme ça, tu donnes beaucoup justement de conseils autour de toi. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi tu as créé Bring Your Own Animation, ce groupe maintenant parisien mais à la base londonien? Ouais. Alors, à la base, c'est parisien et londonien. En fait, on s'est. Alors, j'ai expliqué l'histoire. Donc, c'est un pote à moi qui s'appelle Alexis Cassas. Super. Alors, Alexis Cassas, c'est un mec que j'ai rencontré à Animation Mentor. On était tous les deux dans la même classe. Et en fait, lui, c'est un gars qui était un TD. Il faisait du pipe dans le milieu. Et en fait, il voulait apprendre l'animation. Sauf qu'au bout de 3 mois, il n'arrivait pas du tout à faire les cours en même temps de travailler. Donc, il a arrêté. Mais je suis resté très bon contact avec lui, hein. Et quand je suis rentré d'Australie, c'est lui qui m'a aidé à avoir mon premier taf à Timto. Et on est toujours resté très proches. Il a travaillé à Weta sur le développement de la capture faciale sur Avatar. Enfin, le mec, c'est une pointure. Et ben aujourd'hui, il est à la fac et il est en train de devenir biologiste. Et à 40 ans, il a tout plaqué parce qu'il voulait devenir biologiste. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc maintenant, il fait ça. Et, euh, et en fait, Alexis, quand j'étais à Londres, il était à Paris en 2010. Non, 2010 ou 2011 2010, je crois. Ah putain, attends, c'est quand? Oui, c'est 2010, parce que c'était en février l'année dernière que c'était en 2010. Enfin, on s'en fout. Moralité, ce qui s'est passé, c'est en 2010. Et il me fait, ouais, Samy, en fait, lui travaillait beaucoup avec le SIGGRAPH. Et en 2006, il y a eu un Bring Your Own Animation au SIGGRAPH de New York. Et il fait, ça te dirait pas de faire un Bring Your Own Animation nous, on crée à Paris, toi, tu nous aides à trouver les animateurs, et toi, tu le fais à Londres. Je fais, franchement, grave. Franchement, je suis grave chaud. Et en fait, on n'arrêtait pas d'en parler, puis un jour, il m'appelle, c'était au mois de février. Il fait, bon, Samy, j'en ai ras le cul, hein. On le fait ce mois-ci. Ok, je suis pas prêt. Il me fait, t'as des animateurs pour venir m'aider ou quoi? Je fais, ouais, j'ai deux potes, Emmanuel Verne et Julien Sauret, deux mecs d'Illumination, deux amours, deux mecs avec qui j'ai travaillé au Luxembourg, que je kiffe de ouf. Et, euh, j'ai fait, ok, vas-y, je vais m'organiser à Paris, à Londres aussi, hein. Et j'avais demandé à un pote, Stéphane Mangin et Isabelle Offan, Isabelle, en fait, qui maintenant est prof à l'ESMA, qui m'a aidé en fait à monter l'événement à la base. Et du coup, on s'est lancé comme ça. La première fois, il y avait 5 personnes qui sont venues dans un bar. Le plus gros événement que j'ai eu à Londres, on a eu 120 personnes qui sont venues, avec une grosse session de recrutement par domaine négative. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la base, j'avais pas d'argent. À la base, j'ai eu des grosses difficultés financières. Je travaillais pendant 3 ans dans un cinéma à déchirer des tickets pour rembourser un prêt étudiant d'une école que j'ai dû arrêter pour des raisons familiales. Et, euh, et j'ai beaucoup galéré. Et en fait, à l'époque, dès que je voyais un travail d'un mec qui était bon, j'écrivais. Et je lui faisais, il y aurait moyen que tu m'aides et tout ça, je te trouve super fort. Et en fait, j'ai eu que des noms, tout le temps. Et d'ailleurs, il y en a 3 que j'ai retrouvés que j'ai rencontrés après, avec qui j'ai travaillé. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'étais un gros fanboy, hein. Je me rappellerai toujours quand je suis arrivé à Timto, je suis tombé face à un animateur qui s'appelait Guillaume, et j'ai fait, ah putain, mais c'est toi qui avais fait ce court-métrage là, mais court-métrage que personne ne connaissait. Et voilà, il me fait, ouais, j'adore ton court-métrage. Il me fait, ouais, c'est ça. Je dis, non, j'adore, j'ai téléchargé tous tes making-of, tous tes dessins et ça. Il m'a regardé, il me fait, mais t'es un malade mental. Il faut savoir que j'ai un disque dur qui fait quasiment 600 gigas maintenant de vidéos d'animation, de tutoriaux, de courts-métrages. En fait, c'est simple, pendant quasiment 10 ans, j'ai téléchargé tout ce que je voyais. Et je suis heureux de l'avoir fait parce que beaucoup des choses que j'ai téléchargées aujourd'hui ont disparu. Et j'étais un gros maniaque. À un moment, j'avais même des fichiers Excel avec le nom des artistes que j'aimais, que je voulais suivre, avec leur site internet et tout ça. Et j'ai même des travaux étudiants
d'animateurs, de gens qui sont connus aujourd'hui, quoi. Euh, et comment ça s'appelle? Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand on m'a proposé de faire le Beyond Animation, ça faisait quoi? Ça faisait 4 ans que je travaillais. Et je me suis dit, j'ai tellement eu les boules de m'être retrouvé tout seul, de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir accès, en fait, à tout ce que tout le monde avait. J'avais pas le soutien de ma famille financièrement, parce que ma famille ne pouvait pas m'aider financièrement à payer mes études. Pour mon prêt étudiant, c'était la mère de ma meilleure amie qui s'était portée garante pour moi, qui m'avait aidé à avoir mon prêt, qui m'avait poussé à faire mes études. Et je me suis dit, punaise, j'aurais tellement aimé juste avoir un coup de pouce, quoi. Juste quelqu'un qui soit là pour me dire, non, tu fais pas de la merde, ou essaie juste de t'aiguiller là-dessus. Et en fait, pour moi, je considère que c'est presque devenu un devoir, en fait, de donner la chance, en fait, aux gens qui n'y ont pas accès. Et c'est pour ça que le BioA, ça fait maintenant 10 ans que je l'organise, et j'ai jamais arrêté. Ça m'attriste parce que ça fait 10 ans que j'organise cet événement, et on se dirait, après 10 ans, je dois avoir plein de gens qui doivent être là pour m'aider à donner des feedbacks. J'ai souvent une personne ou deux seulement qui viennent, souvent des amis proches. Et faut savoir que l'événement a un tel succès qu'à Paris, quand même, on avait une fille qui s'appelait Valérie qui venait de Belgique. Elle venait de Bruxelles tous les Waouh! mois. Demain, j'ai des étudiants qui viennent de Lille pour venir à l'événement. Et en fait, l'idée de l'événement, c'est juste des professionnels qui sont là dans un bar de manière totalement informelle et qui donnent des retours aux gens. Et ça permet de créer un lien parce que du coup, on crée un réseau parce qu'on rencontre d'autres personnes qui sont là aussi. Les gens qui viennent pas avec des travaux, bah, du coup, apprennent des erreurs des autres. C'est quelque chose que j'avais appris à Animation Mentor. Ce que j'avais adoré, en fait, c'est qu'on donnait tous des critiques les uns des autres sur nos travaux et on pouvait regarder les critiques des travaux de chacun. Attends, du coup, je t'arrête. C'est pas en one-to-one où je te montre mon ordi où j'ai ma bande démo, il y a que toi qui le vois. En fait, c'est partagé à Tout le tous ceux monde. qui sont à la soirée et donc bah, il n'y a pas que les animateurs qui peuvent en fait voir et donc donner des retours, mais aussi tous les autres étudiants ou les autres Tout le monde peut pros juniors ou participer. médecins qui sont là, voilà. En général, les gens n'osent pas trop. Mais j'encourage parfois. Et encore une fois, j'encourage les gens à participer. Et souvent, je vois des gens qui sont très timides, qui viennent et qui me disent je verrai plus tard. Et en fait, on essaie de faire ça dans la plus grande bienveillance. En essayant de. Par exemple, moi, ce que j'aime pas, c'est ah, les critiques du genre ah, si c'était moi, j'aurais fait ça. Oui, mais c'est pas toi. Si c'était nous, on aurait tous fait quelque chose de différent. Et du coup, moi, ce que j'aimais bien, en fait, ce que j'aime pas dans la culture française, on ne complimente pas les gens, on leur dit jamais seulement ce qui ne fonctionne pas, on leur dit jamais ce qui fonctionne. Et en Angleterre, ils ont un autre procédé qui s'appelle le compliment sandwich. Tu fais un compliment, tu dis ce qui va pas et tu fais un compliment. Mais ce que j'aime pas avec l'Angleterre, c'est que souvent c'est hypocrite. C'est ah, this is great, it's very nice, but let's change everything, but I love it. Non mais non, en fait, tu fais pas ça. Euh, et en fait, je me suis dit, le compliment sandwich, il y a quelque chose de bien dedans en fait. C'est que je me suis rendu compte avec le temps, quand je travaillais avec mes animateurs, souvent, je leur disais ce qui n'allait pas, et en fait, ils modifiaient ce qui fonctionnait aussi, parce qu'ils pensaient que ça ne fonctionnait pas. Et moi, souvent, j'arrêtais je me dis, mais pourquoi t'as changé ça? Ça marchait très très bien. Ah, mais tu m'as dit que ça et ça marchait pas, du coup, je pensais qu'au milieu aussi. Mais non, au contraire, ça fonctionnait au milieu, c'est les deux de côté qui ne fonctionnaient pas. Et je me suis dit, je pense qu'il est important de dire aux gens qu'est-ce qui fonctionne. Mm, mm. Mais surtout, en fait, je me suis rendu compte que on a tous des points forts et des points faibles. Comme je te l'ai dit avant, moi, le timing et les posings, c'était mon point faible. Et parce qu'on m'en a fait prendre conscience, j'ai pu travailler là-dessus. Mais parce que Michael Shingman, à l'époque, m'a fait comprendre, il m'appelait The Action Guy et il me disait, t'es bon dans l'action. C'est ton point fort, donc utilise-le. On m'avait donné une séquence avec des tapettes à souris et je la voulais pas, je voulais absolument faire un acting. Il me dit, Samy, t'as la séquence la plus importante de tout le film. Elle durait 5 ans, elle durait combien? Elle durait 20 secondes. 20 secondes, elle durait. Et en fait, j'avais fait un blocking et j'ai étudié les tapettes à souris comme un dingue, frame par frame, comment ça fonctionne une tapette à souris, la vélocité du truc, les mouvements qu'elles font après. Enfin, j'étais à fond. J'ai étudié le parcours, le trampoline, j'en ai fait du coup pour comprendre le mouvement de mon personnage. Ils ont tellement adoré le travail que j'ai fait qu'ils ont rallongé la séquence. Et j'ai tout fait dessus quasiment. J'ai retravaillé les caméras et tout le reste. Et c'est la séquence que j'ai faite de toute ma carrière dont je suis le plus fier en fait. Et Michael Shingman m'a dit travaille sur tes points forts. Et, et du coup, maintenant, quand je suis au BioA, je mets toujours un point d'honneur à citer à la personne tout ce qu'elle fait de bien. Parce que je me dis dans sa tête, ça retire un poids, se dire ah, ok, la body mécanique, ça marche bien. Maintenant, je vais me focaliser sur l'acting ou ok, mes overlaps fonctionnent bien. Peut-être que j'aurais travaillé un peu plus, rajouter un peu d'overshoot, ce genre de choses. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et moi, un projet que j'avais, mais que je ne sais pas si j'arriverai à réaliser un jour, j'aimerais créer un festival d'animation gratuit.
OK. un festival d'animation. Et en fait, j'ai contacté plein de gens. J'ai contacté Christophe Serrand, comment il s'appelle, Ed Hooks, qui est un prof d'acting, Robert Bennett, un prof de mime, Bart Monouri, Louis Clichy. J'ai demandé à tous ces gens-là, est-ce qu'ils seraient d'accord pour venir à un festival et donner une conférence gratos? Tous étaient d'accord. Et je me suis dit, ok, maintenant, il faut juste trouver un lieu. Et en fait, ce que je voulais, c'est faire un Bring on Animation sur un week-end entier, Mmh où en mh. fait, chaque professionnel viendrait donner des masterclass pour partager quelque chose qu'il aime, quelque chose qui lui parle, et d'avoir des professionnels là toute la journée pour donner des retours aux gens, constamment en fait. Et je voulais essayer d'organiser ça, mais c'est un travail monstrueux et je suis tout seul et j'ai pas le temps. C'est trop compliqué. Et ce qui m'a fait trop plaisir, c'est qu'il y a plein de gens qui sont d'accord. Il y avait quand même Ed Hooks qui vit au Portugal, qui était prêt à venir et il m'a dit, je suis prêt à le faire juste si tu trouves un moyen de me payer le billet d'avion, mais je suis prêt à travailler gratos pour toi, alors qu'il vit que de ça aujourd'hui, que des masterclass. Et je me suis rendu compte, il y a des gens qui ont envie de partager, mais je sais pas pourquoi, quand on arrive au BioA, bah, ça devient plus compliqué de trouver des gens pour donner des feedbacks, pour aider, et je trouve ça triste, parce que je vois tellement de gens qui ont réussi à avoir des métiers grâce à ça, et malheureusement, ils ont pris, mais pas beaucoup ont donné derrière en retour, et je trouve ça triste. Mmh mh. Mais c'est pour des gens comme Valérie, qui venait de Belgique tous les mois en espérant un jour décrocher un taf, qui a fini par être allé à NPC. C'est comment s'appelle, un gars qui s'appelle Michael, qui était un modeleur à Micros et qui voulait absolument devenir animateur, qui voulait aller au Gobelin d'Annecy et que j'ai aidé pendant 6 mois à préparer son entrée, qui m'a offert le storyboard de Porco Rosso pour me remercier. C'est pour ces gens-là, en fait, qui voulaient aller plus loin, qui voulaient juste un petit coup de pouce pour atteindre un but, un rêve qu'ils avaient et qui ont finalement réussi. C'est pour ces gens-là, en fait, que je fais cet événement. Et c'est très énergivore. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de préparation. Durant tout le confinement, on organise ça sur Discord. Mais quand tu vois quelqu'un qui galère comme un dingue et qui réussit, c'est la plus grande satisfaction que tu puisses avoir. Et du coup, c'est pour ça en fait que j'aide des gens en dehors, que j'organise le BioA, que je donne des cours d'animation à des autistes aussi pour les aider à apprendre à s'exprimer. Parce qu'en fait, déjà d'une, quand tu enseignes, même quand tu vas au BioA, et je leur dis aux gens, il y en a plein qui me disent, mais Samy, comment tu fais pour continuer à aimer autant ton métier, à être passionné après autant d'années? Je leur dis, mais quand tu enseignes, putain, mais c'est incroyable, parce que quand tu enseignes, en fait, tu ne fais pas que donner, tu reçois énormément aussi. Ce que j'adore avec l'enseignement, c'est que ça t'oblige à intellectualiser des ressentis. Il y a des Mmh choses mh. que l'on fait depuis toujours, mais on ne sait pas pourquoi. Et toujours le pourquoi. Et dès qu'on arrive à cette personne qui fait quelque chose de maladroit, et ben en fait, de réussir à trouver les mots pour lui expliquer qu'est-ce qui ne fonctionne pas, ça nous oblige à comprendre qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui pour nous a du sens. Et à chaque fois que j'enseigne, je dis toujours à mes élèves, je ne suis pas meilleur que vous, je ne vaux pas mieux que vous, quoi que ce soit, c'est juste, je connais plus l'animation que vous. Mais mes élèves, ils sont des meilleurs guitaristes que moi, sont des meilleurs basketteurs que moi. Et du coup, il y a toujours ce principe d'échange. Et à chaque fois que je rencontre une classe, j'apprends toujours quelque chose de nouveau, en fait. C'est comme j'avais adoré, c'était une classe de l'ESMA, j'ai appris à faire du Diabolo. Une autre classe, tout d'un coup, j'ai commencé à jouer aux cartes Magic et maintenant je suis accro. Euh, une autre classe, c'est une élève en fait qui m'a donné envie de faire du kung fu avec mon pote Renaud qui faisait du Wing Chun. Et j'ai rencontré cette élève qui est devant moi, elle me fait tiens, regarde. Et, elle me tenait les mains, elle me fait essaye de tourner à gauche. Et j'avais du mal, elle me retenait. Elle m'a dit maintenant prends un livre et pose-le à côté. Et quand je l'ai fait, elle s'est envolée. Et il m'a dit c'est simple, quand tu veux aller sur un côté, chacune de tes mains travaille de manière totalement indépendante. Quand tu tiens le livre et que tu veux tourner, tout ton corps travaille parce que du coup ça devient une intention et pas seulement deux intentions. Et là, oh, mais c'est incroyable. Et là, j'ai compris la connexion qui se passait dans le corps, comment tout était connecté, tous les muscles travaillaient ensemble dans un même effort, dans un même but. L'enseignement, c'est incroyable tout ce que tu apprends et c'est pour ça que j'adore enseigner. Mais par contre, ça bouffe énormément d'énergie. Mmh C'est pour mh. ça que enseigner une année entière, je ne sais pas si je pourrais. Pour ça, j'aime bien faire des workshops, enseigner pendant une semaine ou deux à droite et à gauche parce que je trouve ça toujours super enrichissant. Trop cool et puis, c'est une belle histoire, ces BioA et c'est grâce, en fait, à des gens comme toi qui, justement, sont prêts à mettre beaucoup d'énergie, et continuer à en mettre, même si tu as des retours,
c'est pas forcément à la hauteur de l'énergie que tu mets, mais tu le fais pas pour ça. Tu le fais justement pour, en fait, donner des ascenseurs à tous ces gens à qui personne leur a donné et tu espères qu'un jour, en fait, ils te le rendent en revenant et en redonnant ce qui leur a été donné à la Même, base, mais moi j'aimerais bien qu'ils reviennent et qu'ils leur donnent, mais même s'ils reviennent pas, j'espère juste qu'ils vont donner derrière en fait. mmh mh. C'est tout ce que j'aimerais en fait. En fait, je me rappelle à l'époque quand je voyais voir mon ostéopathe à Londres, Olivier, c'était mon dieu, c'était mon gourou en fait. Il m'a ouvert les yeux sur tellement de choses. Et en fait, à l'époque, j'imposais énormément mes idées aux gens. Quand j'ai commencé en tant que lead en Espagne, ma première expérience en lead, j'étais le pire lead au monde. Quand quelque chose ne fonctionnait pas, j'apportais ma solution. Et je ne l'apportais pas, en fait, je l'imposais quasiment. Et ce que j'ai adoré, c'est avec mon dire d'anime en Inde, Olivier Stafilas. Ce mec-là, artistiquement, enfin, en dire d'anime, c'est juste le dire d'anime le plus incroyable que j'ai rencontré. Il arrivait à comprendre notre idée, à comprendre notre intention. Il voyait ce qui ne fonctionnait pas et il nous aidait à corriger juste ce qui ne fonctionnait pas en Mmh gardant mh. notre idée. Là où plein de gens que j'ai connus, de dire d'anime ou des animateurs, hein, si le plan ne fonctionne pas, alors ils vont nous imposer leur idée qui, elle, fonctionne. Et en fait, moi, je faisais tout le temps ça avant aussi. Et en fait, Olivier m'a expliqué, il m'a dit, Samy, si tu veux aider les gens, il ne faut pas leur imposer ta manière de voir, il faut juste les inspirer. Juste sois toi-même, montre-leur que ça fonctionne pour toi, et eux le feront pour eux, à leur façon, comment ça fonctionne pour eux. Et du coup, en fait, ce partage que je donne autour de moi, c'est pour montrer l'exemple, pour Mmh mh. montrer que on peut le faire. Et pour moi, on doit le faire. Il faut s'entraider. Et je tiens à dire un truc. Le monde est comme ça. Le monde s'entraide. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais toutes les semaines, il y a des gens qui scannent les chapitres de manga japonais, les traduisent, les clean, les écrivent gratos. Il y a des mecs qui te créent des sous-titres pour des films. Ouais. Il y a des mecs qui enregistrent des films sur Internet pour les partager gratuitement, pour que les gens qui n'y ont pas accès puissent les regarder. En fait, Internet, c'est rempli de gens qui partagent, qui donnent de leur temps, de leur énergie pour les autres. Et moi, tout ce que je veux, en fait, c'est de montrer à tout le monde qu'on peut le faire, même à toute petite échelle, en fait. Et ce qui me fait trop plaisir, c'est que je vois plein de gens autour de moi que j'ai aidés et qui aident d'autres personnes à côté. Et ils me disent, oui, mais je ne sais pas si je suis légitime pour aider. Je fais, tu sais plus que lui? Oui, Mmh mh. donc tu peux l'aider à partir de là. Ouais. Et même, tu n'es pas besoin de savoir plus. Tu peux même aider quelqu'un qui est au même niveau que toi, en fait. C'est clair. Il faut arrêter de se bloquer par sentiment de légitimité ou non Mm. légitimité. Tu peux juste tendre la main et aider quelqu'un qui est bloqué sur un point et c'est tout. Ça peut juste partir de cette étape-là avant de Voilà. vouloir, je sais pas, le former totalement si justement tu te sens pas légitime là-dessus. Ouais, j'ai du mal à conclure ce podcast tellement tu as livré en fait de pépites pendant 1h30 donc ça va être très compliqué de faire une synthèse. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de nous délivrer et on finira là-dessus, pour, conclure le Alors, podcast ou pas? Vas-y. volontiers, c'est quelque chose que je dis tout le temps à tout le monde. Alors, ça va être très cliché, très mélodramatique et tout le bordel, mais je m'en fous. Et j'assume totalement. Quand je suis parti en Australie, donc j'ai quitté la France, j'ai tout plaqué pendant que je faisais mes études Animation Mentor pour un nouveau monde. Et à cette époque-là, j'ai lu le livre L'Alchimiste Ouais. de Paulo Coelho. Et dedans, il dit une phrase qui est quand tu désires quelque chose, l'univers conspire à réaliser ton rêve. Et ce que j'adore avec cette phrase, c'est l'univers conspire. Ça veut dire qu'il fait ça derrière notre dos sans qu'on s'en rende compte. Et je me suis tatoué ici le début de la phrase, parce qu'en portugais, c'est Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você réalise o seu desejo. Mais je fais 1m65, mon corps est trop petit, la phrase est trop longue. Du coup, j'ai mis que les 3 premiers mots. Et en fait, tout ce que je veux dire aux gens, c'est si vous faites de l'animation aujourd'hui, si vous avez fait des études, ça veut dire que vous n'êtes pas un petit gamin en Syrie ou en Palestine, vous n'êtes pas quelqu'un qui n'a pas accès à l'information, tout ça. Si vous avez pu faire ce genre d'études ou quoi que ce soit, c'est que vous avez accès, c'est-à-dire que votre famille, votre soutien. Au final, aujourd'hui, si vous voulez réussir, et quand je dis réussir, c'est pas avoir une Rolex à 45 ans, évidemment. Quand je dis réussir, c'est par rapport à qu'est-ce que vous voulez faire. Réussir à vous donner les moyens de devenir la personne que vous voulez être. Réussir, en fait, à être heureux, à tous les matins vous réveiller et être heureux de ce que vous faites. Attention, il y a des jours où l'animation, faut pas oublier que c'est un métier. Il y a des jours où, enfin, j'ai eu 3 burn-out, c'est vraiment pas un métier facile tous les jours. Mais c'est un métier que j'ai choisi. Et c'est un métier dont je suis heureux. Et j'ai envie de dire aux gens, donnez-vous à fond. Et encore une fois, le verre, il est à moitié. C'est à vous de décider de le voir à moitié vide ou à moitié plein. Si vous essayez de postuler un job et vous ne l'avez pas, peut-être que vous ne deviez pas l'avoir. Peut-être que quelque chose de meilleur se présentera derrière.
Si vous voulez avoir une promotion, devenir lead ou superviseur, moi, pendant des années, je voulais être superviseur. Et en fait, je pense que je suis devenu superviseur au moment où j'en étais réellement prêt. Et je pense qu'avant, je ne l'étais pas encore prêt. Donc, juste, n'oubliez jamais pourquoi vous faites ce métier, pourquoi vous voulez faire ce métier. Rappelez-vous de tous les étudiants que je rencontre à chaque fois, ils me disent j'aimerais trop travailler à Pixar, même si c'est juste pour animer un rocher derrière qui tombe ou une voiture. N'oubliez pas ce sentiment que vous avez, cette envie, cette curiosité, cette soif, et donnez-vous les moyens. Travaillez dur parce qu'il n'y a pas de secret en fait. Il n'y a pas de tips and tricks pour devenir un bon animateur en 5 minutes. Il n'y a que le travail en fait. Donc, travaillez et surtout, surtout, vivez en fait. Parce que c'est à travers votre vie, à travers vos expériences que vous allez vous enrichir en tant qu'artiste. Voilà. Allez, super. Je fais ce podcast entre autres pour ça, pour transmettre cette passion et justement donner cette flamme et que si vous êtes animateur, vous soyez encore plus motivé après avoir écouté Samy pendant 1h30 et vu tout ce que tu viens de nous livrer et l'énergie que tu as déployée, je pense que le message est passé et il faudra le réécouter plusieurs fois, je pense, pour tout imprimer. Tout ce que tu viens de nous livrer, tellement c'est de l'or en barre. Donc, Merci. soyez prêts à le réécouter plusieurs fois cet épisode. On va finir avec les 3 questions et ce sera notre conclusion en duo. Tu nous as mentionné énormément de gens auxquels tu es justement très reconnaissant, qui t'ont énormément appris. Le podcast, malheureusement, est que francophone. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais bien entendre et qui aurait justement plein de trucs comme toi à raconter et un peu une vision de son métier et encore passionné et débordant d'énergie comme tu l'es? Quelqu'un aujourd'hui en France? Bah, francophone, il peut être n'importe où dans le monde, mais Ouais, francophone. francophone. Nicolas Chauvelot. Ok. Nicolas Chauvelot, c'est un ancien élève des Gobelins avec qui j'ai travaillé en Inde. Et il est aussi perché que moi par rapport aux questions de la vie, par rapport à tout. Il a une approche d'animation qui est que je trouve super poétique en fait. Et on avait travaillé ensemble en Espagne et en Inde. Maintenant, il est au Canada. Et, et ce mec-là, je le trouve vraiment passionnant en fait. Et quand je parle avec lui, à chaque fois, quand je sors d'une discussion avec lui, j'ai qu'une seule envie, c'est de vivre, d'animer, de tout ça, quoi. Enfin, c'est un des mecs que j'ai rencontré qui était un des plus inspirants Waouh. avec qui j'ai pu travailler des francophones que j'ai connus. Je t'en remercie. Trop bien. Bah, du coup, ça donne envie et surtout si c'est ça, en fait, il arrive à, comme toi, transmettre en fait cette passion de manière débordante. Ça peut encore être un régal, donc j'essaierai de l'avoir et puis sinon, je te ferai signe pour que tu m'aides. Ça marche. Où est-ce qu'on te retrouve, Samy, soit physiquement, soit sur les réseaux où est-ce qu'on peut trouver ou pas ton travail ou toi justement au BioA par exemple? Alors, donc, le Bring On Animation, en fait, il y a Bring On Your Own Animation Paris sur Facebook. Donc, c'est le groupe de l'événement. Donc, dessus, on tient un jour pour l'événement. Donc, c'est tous les deuxièmes jeudis du mois. Donc là, c'est demain, le 10 juin, que va être l'événement du mois de juin. Donc là-bas, on peut se voir. Après, sur les réseaux sociaux, je suis pas très réseaux sociaux. J'ai un Instagram, je crois que j'ai un posté depuis 2 ans. Et il doit y avoir 2 animations en stop motion et en dessin. Enfin, il y a quasiment rien dedans. Les gens peuvent me rajouter sur LinkedIn, pas Facebook s'il vous plaît. Facebook, c'est pour la vie privée. Les gens peuvent me rajouter sur LinkedIn. Il faut savoir que je réponds toujours aux gens lorsqu'ils m'écrivent. Toujours, toujours, toujours. Donc, que les gens n'hésitent pas du tout à m'écrire et me poser des questions. Il y a zéro problème avec ça. Et puis voilà. Et puis maintenant, je travaille à Supamonks et je resterai pendant pas mal de temps, je pense, parce que je suis très heureux là-bas. Donc, si jamais les gens passent par là, qu'ils fassent un petit coucou. Trop bien. Et puis sinon, c'est ça, venir te faire un petit coucou aussi au BioA. Au BioA, Et là, toujours les bienvenus. on t'aura Et en le chair et truc, en en fait, os. j'ai pas toujours beaucoup de temps pour parler. Parce que c'est ça le truc, en fait, le fait de ne pas avoir assez de gens pour donner des feedbacks, souvent je dois en donner beaucoup. Mm, mm. Mais dans des moments calmes, je suis toujours très heureux de discuter et de partager mon expérience et parler de plein de choses. Le message Voilà. est passé. Et puis, Yes. je vais te laisser conclure en donnant le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est une phrase justement qui t'inspire, une phrase qui te motive, le meilleur conseil qu'on ait pu te donner. Je pense que le plus dur pour toi, ça va être d'en choisir un. J'en ai tellement, en effet. Euh, ouais, une que j'aime beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui m'avait dit, lorsque j'ai traversé une période très difficile, elle m'a dit rappelle-toi que rien n'est permanent, sauf la mort. Et elle m'a dit rappelle-toi que dans tous les moments les plus difficiles de ta vie, ce n'est que temporaire. Donc, autant que les gens galèrent, autant que les gens c'est difficile, rappelez-vous que c'est juste pendant une période. Et qu'après tout ira mieux. Ouais. Et qu'en général, c'est pour la bonne cause, ou en tout cas pour un truc qui nous est cher et que. Ah ouais.
Mais même dans l'apprentissage, il y a toujours ce sort de plateau que l'on Mmh tape, mh. qui peut parfois être très déprimant. On a toujours des moments dans nos carrières qui sont très difficiles, même dans l'enseignement, dans tout ça. Et il faut juste se rappeler que tout ira bien après. C'est juste temporaire. Parce que il faut réussir à tenir, en fait, jusqu'au bout, que ce soit au niveau des études, au niveau du travail. C'est pas toujours facile, alors que des phrases pour apprendre, pour réussir dans la vie, il y en a plein. Mmh Mais il mh. faut juste pas oublier ça pour moi. C'est, je Ouais. pense, le plus important. La petite note d'optimisme de la fin. Yes. Pour vous donner encore quelques petites paillettes dans les yeux. Oui, Samy, tu veux dire quelque chose? Sinon Non, 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 je c'est dis au tout. revoir à tout le monde. Ouais, ouais, pas de problème, tu peux dire au revoir, il n'y a pas de problème. OK. Non, mais Bah, comme j'ai déjà dit ma phrase du Paulo Coelho, maintenant j'étais en mode ah, qu'est-ce que je vais dire donc, et les autres, c'était que des trucs de film. Donc, c'est ça, d'en lâcher trop pendant tout le podcast, après tu plus rien à lâcher pour la fin. bah ouais. À tout donner, il y a plus de réserve. Bah, écoutez, si vous êtes là encore avec nous au bout d'1h45, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec nous et que, Samy vous a beaucoup inspiré et transmis cette passion pour l'animation. Il a donné énormément de références, j'essaierai de toutes les retrouver et vous les mettre après en description si jamais allez vous les un petit peu chercher, tous les bouquins ou justement toutes les rêves d'anime qui ont pu être distillés durant 1h45. Et puis encore une fois, si le format vous plaît, si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez-le pour partager justement l'apprentissage et l'expérience de Samy au plus de gens possible autour de vous. Donc je vous fais confiance là-dessus. Et puis à la semaine prochaine et on se retrouve vite. Salut Samy. Ciao Sandrine.